Journal d'un dégonflé, Zéro de conduite par Jeff Kinney, lu par Ramon de Ocampo. Samedi septembre. Les adultes parlent toujours du bon vieux temps et disent que les choses étaient bien meilleures quand ils étaient enfants. Mais je pense qu'ils sont juste jaloux parce que ma génération a toute cette technologie sophistiquée va des choses que Hélène n'avait pas en grandissant. Croyez-moi, je suis sûre que lorsque j'y aurai mes propres enfants, je serai exactement de la même manière que mes parents le sont maintenant. Quand j'y avais ton âge, nous utilisions nos jambes pour nous déplacer. Ouais, c'est ça, papa. Ils répondront alors qu'ils se déplaceront en jetpack dans le salon. Maman dit toujours que lorsqu'elle était plus jeune, c'était formidable parce que tout le monde en ville connaissait tout le monde et c'était comme une seule géante famille. Mais cela ne me semble pas si génial. J'aime ma vie privée et je n'ai vraiment pas besoin que tout le monde connaisse mes affaires personnelles. Maman dit que le problème avec la société de nos jours, c'est que tout le monde a le nez sur un écran et personne ne prend le temps de faire connaissance avec les gens qui vivent autour d'eux. Je ne vois pas vraiment les choses de la même façon que maman sur cette question, pourtant. Personnellement, je pense qu'un peu de séparation est une bonne chose. Dernièrement, maman fait le tour de la ville avec une pétition pour inciter les gens à arrêter d'utiliser leur téléphone et leurs gadgets électroniques pendant 48 heures. Débranchons pour nous reconnecter. Les appareils électroniques encombrent nos vies. Déposons nos appareils pendant un week-end et apprenons à nous connaître. Qui est partant? Maman a besoin de 100 signatures avant de pouvoir apporter la pétition à la mairie, mais elle a du mal à inciter les gens à y inscrire leur nom. J'espère juste qu'elle abandonnera bientôt cette idée parce que c'est un peu épuisant pour le reste des entre nous de faire semblant de ne pas la connaître. Je ne comprends vraiment pas pourquoi maman pense que nous devons revenir en arrière de toute façon. D'après ce que je peux dire, le bon vieux temps n'était pas si amusant que ça. Si vous y réfléchissez, vous ne voyez jamais personne sourire sur ces photos en noir et blanc. Dans le passé, les gens étaient juste beaucoup plus durs qu'ils ne le sont aujourd'hui. Mais les êtres humains ont évolué et maintenant nous avons besoin de choses comme des brosses à dents électriques, des centres commerciaux et de la crème glacée molle pour survivre. Je parie que nos ancêtres seraient assez déçus de la façon dont nous avons tourné. Mais une fois que quelqu'un a inventé la climatisation, il n'y avait vraiment plus de retour en arrière possible. Nous sommes devenus si gâtés que bientôt nous n'aurons même plus à quitter nos maisons si nous ne le voulons pas. Tout sera livré par des drones. En fait, au rythme où vont les choses. Je parie que dans 1000 ans, les êtres humains n'auront même plus de colonne vertébrale. Certaines personnes se plaignent que toute cette technologie nous a rendus mous. Mais si vous me demandez, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Il y a toutes sortes de luxes de nos jours qui améliorent la vie des gens. Prenez les lingettes pour bébé par exemple. Les gens ont utilisé du papier toilette ordinaire pendant des centaines d'années et puis tout d'un coup, un génie a eu une idée qui a totalement changé la donne. Ce qui m'étonne vraiment, c'est qu'il a fallu autant de temps pour que les gens trouvent cette idée. Je ne peux sérieusement pas croire que le gars qui a inventé l'ampoule électrique n'ait pas vu venir les lingettes pour bébé. Et qui sait quelle chose folle quelqu'un va inventer ensuite pour nous faciliter la vie. Quoi que ce soit, je serai le premier en ligne pour l'acheter. Mais si maman faisait ce qu'elle veut, nous vivrions comme les gens le faisaient avant qu'il y ait des ordinateurs, des téléphones portables et des lingettes pour bébé. Et je ne veux vraiment pas imaginer vivre dans un monde sans lingettes pour bébé. Dimanche. Papa dit que lorsqu'il grandissait, en été, les enfants jouaient dehors toute la journée jusqu'à ce qu'on les appelle à la maison pour le dîner le soir. Eh bien, c'est à peu près le contraire de la tournure qu'a prise mon été cette année. J'y ai passé juillet et août dans un camp de cinéma, où tout ce que j'y ai fait, c'est regarder des films dans une salle climatisée pendant 8 heures par jour. La principale raison pour laquelle je me suis inscrit au camp de cinéma était que je pensais que c'était pour les gens sérieux au sujet du cinéma, comme moi. Mais j'y ai découvert que c'était en réalité juste un endroit où les parents pouvaient déposer leurs enfants pour du babysitting pas cher. L'inconvénient de passer autant de temps dans une salle sombre et qu'à la fin de la journée, il fallait une demi-heure pour que mes yeux s'habituent à la lumière du soleil. Et l'autre raison pour laquelle je me suis inscrit au camp de cinéma était de sortir de la maison. Depuis que nous avons un cochon de compagnie, ce n'est plus très amusant d'être à la maison. Surtout pas au dîner. Pour mémoire, je pense que c'est une idée terrible de laisser le cochon manger à table parce qu'il se prend déjà pour un être humain. Et la dernière chose dont nous avons besoin, c'est qu'il pense qu'il est sur un pied d'égalité avec le reste des entre nous. Juste après que nous ayons eu le cochon, maman a pensé que ce serait amusant de lui apprendre quelques tours. Alors elle donnait un biscuit au cochon quand il se tenait sur ses pattes arrière. Mais le cochon a appris à marcher comme ça. Et il n'a plus jamais été sur ses 4 pattes depuis. Pour aggraver les choses, mon petit frère Manny a mis un de ses shorts sur le cochon. Alors maintenant, c'est comme si nous vivions dans la maison avec un personnage de Disney. Maman avait l'habitude d'emmener le cochon dehors. Mais après qu'il a commencé à marcher debout, il a décidé qu'il était trop bien pour sa laisse. Maman avait peur que si le cochon s'enfuyait, nous ne le retrouverions jamais. Alors elle a acheté un collier avec une de ses puces de suivi GPS à l'intérieur. Mais chaque fois que maman mettait le collier au cochon, en moins de 5 minutes, il l'enlevait. Et ne me demandez même pas comment le cochon a fait ça, puisque les cochons n'ont même pas de pouce. Alors maintenant, le cochon va et vient comme il veut. Et qui sait où il passe son temps. Ce qui est vraiment nul, c'est que j'y ai un couvre-feu, mais pas le cochon. Je pense que donner trop de privilèges aux cochons est une très mauvaise idée. Un jour, les cochons dirigeront le monde. Et ce sera de la faute de ma famille pour avoir commencé tout cela. Je n'aurai pas vraiment de problème avec le cochon et s'il n'interférait pas avec ma vie.
Mais j'y étais en retard le premier jour des écoles parce qu'il monopolisait la salle de bain. Avec un cochon dans la maison, j'y avais hâte que l'école commence. Mais une fois arrivé là-bas, j'y ai réalisé que c'était la même vieille routine. Et pour être honnête avec vous, j'y ai l'impression d'être au collège depuis toujours. J'y avais besoin de changer un peu les choses, ou j'y allais devenir fou. Alors, au cours de la première semaine des écoles, je me suis porté volontaire pour le programme des compagnons de devoir. Soyez un compagnon. Faites équipe avec un enfant de l'école primaire pour lui donner un coup de main. Inscrivez-vous aux compagnons de devoir dès aujourd'hui. Mais la principale raison pour laquelle je me suis inscrit était de pouvoir sécher la 3e période, qui est le cours de musique avec Madame Graziano. Pour vous donner une idée de l'ancienneté de Madame Graziano en tant que professeur de musique, papa elle avait quand il avait mon âge. Et apparemment, passer 30 ans à enseigner aux collégiens comment jouer des instruments de musique fait quelque chose à une personne. La semaine dernière, j'y ai rencontré mon compagnon de devoir, un gamin nommé Frou. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle il s'est inscrit au programme, cependant, parce que c'est le genre de personne qui lit des revues scientifiques et des manuels universitaires pour le plaisir. La première fois que nous nous sommes réunis, Frou m'a montré ses devoirs, qui consistaient en du coloriage et une recherche de mots. Frou a dit qu'il n'avait pas besoin d'aide, puis il a demandé à voir mes devoirs. J'y avais au moins 1 heure de problème de maths et un devoir de géographie qui m'aurait pris encore 2 heures. Mais Frou a liquidé tout cela en environ 15 minutes. Et il n'était pas seulement rapide, il était bon. J'y ai rendu les devoirs le lendemain, et quand je les ai récupérés de mes professeurs, j'y avais des notes parfaites. Au début, je me sentais un peu mal de me faire aider par un élève de cours élémentaire, mais ensuite j'y ai réalisé que les compagnons de devoir sont censés s'entraider. Alors, maintenant, chaque fois que Frou et moi nous réunissons, je lui donne juste une pile de devoirs et je le laisse faire son truc. De la façon dont je vois les choses, cela arrange tout le monde. Mon seul reproche à propos de Frou est que parfois il est trop serviable. Il a commencé à s'ennuyer avec mes devoirs, alors il a commencé à inventer des devoirs pour se mettre au défi. Et l'autre jour, il a écrit une dissertation et elle a jointe à mes devoirs habituels pour obtenir des points bonus. Mais heureusement, j'y ai vérifié avant de la rendre. Détection de la perméabilité commutative en physique. Elle avait signé Frou au lieu de Greg et Flay. Pendant un certain temps, j'étais juste content de recevoir de l'aide pour les devoirs. Mais récemment, j'ai pensé que puisque c'est moi qui ai découvert Frou, je mérite une sorte de crédit et s'y continue à faire de grandes choses. Comme gagner tout cet argent qui vient avec un prix Nobel. Mercredi. Comme si notre maison n'était pas assez bondée, maintenant grand-père vit avec nous. Ils ont augmenté le loyer à la résidence Les Tours du Loisir, et Hélène avait plus les moyens d'y vivre. Alors, maman a invité grand-père à emménager avec notre famille. Papa n'était pas très emballé par l'idée, même si grand-père est son propre père. Maman dit que ce sera juste comme dans le bon vieux temps quand 3 générations vivaient sous le même toit. Je pense que maman a cette image rose de la façon dont les choses se passaient autrefois. Mais j'y ai une image totalement différente de ce que cela devait être à l'époque. J'y étais en fait d'accord pour que grand-père emménage avec nous jusqu'à ce que je réalise ce que cela signifiait pour moi. Maman a laissé grand-père choisir la chambre qu'il voulait. Et bien sûr, il a choisi la mienne. Cela signifiait que je devais trouver un nouvel endroit pour dormir. Ma première pensée a été d'aller dans la chambre des amis. Mais j'y avais oublié, c'est là que loge le cochon. Et il n'y a pas moyen que je partage le canapé-lit avec un animal de la ferme. J'y ai immédiatement exclu la chambre de Roderick parce qu'elle pourrait en fait être un niveau en dessous du cochon. Mon seul autre choix était de partager la chambre de Manny. Alors, j'y ai sorti le matelas gonflable et je l'ai installé sur son sol. Mais dormir dans la chambre de Manny a ses propres problèmes. Maman lit à Manny une histoire avant de dormir chaque nuit et parfois elles sont vraiment longues. En fait, dernièrement, je pense que Manny choisit les livres les plus épais qu'elle puisse trouver juste pour me taper sur les nerfs. Les choses sont un peu tendues depuis que grand-père a emménagé. On peut dire qu'il n'approuve pas vraiment la façon dont maman et papa nous élèvent, nous les enfants, même s'il ne le dit jamais explicitement. Maman essaie d'apprendre la propreté à Manny depuis toujours. Et elle expérimente quelque chose appelé pas de pantalon après le dîner. Et c'est exactement ce que cela veut dire. Ce qui est censé se passer, c'est que lorsque Manny ressent le besoin d'y aller, il court à la salle de bain. Mais Manny gambade toute la nuit sans rien en dessous de la taille et finit par se cacher derrière le fauteuil inclinable dans le salon pour faire ses affaires. Je ne pense pas que papa soit un grand fan du pas de pantalon après le dîner, mais je peux dire qu'elle est encore plus mal à l'aise avec le fait que grand-père soit là pour en être témoin. C'est assez évident que la présence de grand-père stresse vraiment papa et chaque fois qu'un de nous, les enfants, fait une bêtise, cela rend papa encore plus tendu. Ce qui semble agacer le plus papa, c'est quand un de nous, les enfants, demande à maman de faire quelque chose que nous devrions être capables de faire nous-mêmes. J'y ai demandé à maman d'ouvrir un burrito pour micro-ondes pour moi parce que J ai toujours du mal avec ses emballages en plastique. Mais papa est tombé dessus. Il a dit que si j'y étais coincé sur une île déserte avec 1000 burritos pour micro-ondes, je mourrais de faim parce que je ne pourrais pas trouver comment les ouvrir tout seul. J'y ai dit à papa que les chances que je me retrouve coincé sur une île déserte avec 1000 burritos pour micro-ondes étaient assez minces. Mais il a dit que je passais à côté de l'essentiel. Il a dit que si je n'apprends pas à faire les choses par moi-même, je ne pourrais pas survivre dans le monde réel. Une autre chose que papa déteste, c'est que maman m'aide encore à me préparer pour aller à l'école le matin.
Elle choisit mes vêtements la veille et elle a un tableau accroché dans la cuisine pour m'aider à suivre le rythme. Je suppose que papa était assez embarrassé par le tableau parce que l'autre jour, il l'a enlevé. Mais sans cette chose pour me guider tout au long du matin. J est complètement confondu à l'ordre des choses et J et finit par porter des chaussettes par-dessus mes chaussures. Ces jours-ci, je pense que papa attend juste que je fasse une gaffe. Ce matin, J a oublié de remettre le capuchon sur le tube de dentifrice et papa était prêt à bondir. Je ne pensais pas que c'était un gros problème. Mais papa M a fait ce long discours sur la façon dont les petites choses ont de grandes conséquences. Il a dit que si J était un enfant grandissant à l'époque des pionniers et que c'était mon travail de serrer les boulons des roues du chariot, mais que J oubliait de le faire. Alors les roues tomberaient et notre famille se ferait manger par les loups. Je pensais que papa était un peu dramatique, mais cela m'a fait me sentir un peu coupable pour ce capuchon de dentifrice. Je ne suis pas le seul à taper sur les nerfs de papa, cependant. Dernièrement, Rodrigue tape sur le système de papa, lui aussi. Chaque fois que Rodrigue a besoin des essences pour sa camionnette, il soutire de l'argent à maman. Mais, il y a quelques soirs, il a fait l'erreur de le faire devant grand-père. Papa a dit qu'à partir de maintenant, Rodrigue doit payer sa propre essence. Et quand Rodrigue a demandé comment il était censé faire ça, papa a dit qu'il était temps pour lui de trouver un travail. Alors, maman a aidé Rodrigue à parcourir la section des offres des emplois du journal pour lui trouver un travail qui ne nécessite aucune compétence ni expérience. Ils ont finalement trouvé une annonce pour un restaurant qui se trouve à environ 15 minutes de notre maison. L'annonce disait « Recherchons personnes motivées pour rejoindre l'équipe du salon de crème glacée au bon vieux temps. » Le vieux Tobias. J'y étais allé au salon de crème glacée au bon vieux temps pour la dernière fête des anniversaires de Rowley, et cette expérience a peut-être définitivement gâché la crème glacée pour moi. Ils ont ce dessert sur le menu appelé la mangeoire, qui consiste en 40 boules de crème glacée, le tout dans un seul long plateau. Et quand vous mélangez différentes saveurs de crème glacée ensemble, cela se transforme juste en une bouillie grise. Le salon de crème glacée au bon vieux temps est l'un de ces endroits où tout le personnel vient à votre table pour chanter pour votre anniversaire. Cela me met vraiment mal à l'aise parce qu'il est assez évident qu'il préférerait faire n'importe quoi des autres. C'est ton anniversaire. Et nous sommes là pour dire que nous espérons que ta journée est chouette à l'ancienne mode. Rodrigue a eu un entretien au restaurant plus tôt dans la semaine, et croyez-le ou non, il a obtenu le poste. Samedi était sa première soirée de travail, et maman a pensé que ce serait une bonne idée que le reste des antres nous aille voir Rodrigue et elle encourage. Mais quand nous sommes arrivés au restaurant, nous ne pouvions le trouver nulle part. Maman était assez inquiète, mais nous avons fini par le trouver à l'arrière en train de jeter des poubelles dans la benne. Maman n'était pas contente que Rodrigue soit de corvée de poubelle, et elle a dit sa façon de penser au directeur. Mais le directeur a dit que Rodrigue était un employé débutant, et que tous ceux qui travaillent au restaurant doivent faire leurs preuves. Je suis presque sûre que Rodrigue espérait que nous rentrerions tous à la maison et le laisserions tranquille après cela. Mais maman voulait rester dans les parages. Et quand Rodrigue est parti pour sa pause de 15 minutes, nous avons passé du temps avec lui dans la salle de pause des employés. Rodrigue a passé le reste de la nuit à transporter les poubelles de la cuisine à la benne. Et je suppose que maman voulait le voir une dernière fois avant que nous partions. Alors elle a dit à notre serveur que c'était l'anniversaire de Mani, et le serveur a appelé tout le personnel à notre table. Mais j'aurais aimé que maman ne fasse pas ça, parce qu'il y a quelque chose dans l'odeur du jus de poubelle qui vous gâche vraiment l'appétit. Le chant n'a pas aidé non plus. Et si vous avez faim, vous êtes à l'endroit parfait. Maintenant, souffle cette bougie pour pouvoir t'empiffrer. Lundi. Dernièrement, maman essaie d'inciter grand-père à nous raconter, à nous les enfants, ce qu'était la vie quand il grandissait. Grand-père dit que lorsqu'il était jeune, il n'avait pas de téléviseur ou quoi que ce soit de ce genre. Donc les enfants passaient la majeure partie de leur temps dehors à jouer à des jeux comme Délivrance. Les adultes parlent toujours de jouer à Délivrance. Une fois, Rowley et moi avons essayé pour voir ce qu'il y avait de si génial. Mais nous avons arrêté après environ 30 secondes. Nous sommes rentrés à l'intérieur et nous avons joué à Magicien tordu à la place. Papa dit que lorsqu'il était enfant, lui et son meilleur ami Gilles utilisaient juste leur imagination et jouaient toute la journée dans les bois. Eh bien, Rowley et moi avons essayé d'utiliser notre imagination une fois. Mais le père de Rowley y a mis fin avant même que nous puissions commencer. Papa a dit que les parents d'aujourd'hui sont surprotecteurs et que lorsqu'il était enfant, lui et Gilles erraient librement et ne prenaient jamais la peine de dire à leurs parents où ils allaient. Mais maman a dit que c'était beaucoup plus sûr à cette époque et que maintenant c'est trop dangereux pour les enfants d'être livrés à eux-mêmes sans la surveillance d'un adulte. Papa a dit que c'était peut-être vrai, mais que les enfants comme moi et Rowley ont besoin d'apprendre à se protéger. Papa a dit que lorsqu'il était au collège, lui et Gilles ont enterré des choses partout en ville pour que s'ils se retrouvaient un jour coincés, ils puissent se frayer un chemin à coups de poing. Mais grand-père avait une version différente des choses. Il a dit que papa et Gilles avaient pillé le tiroir de la cuisine pour y prendre à l'argenterie et que c'était ce qu'ils avaient caché partout dans le quartier. Lorsque la mère de papa s'est rendue compte que ses fourchettes et ses couteaux avaient disparu, elle a obligé les garçons à tout déterrer et à les rapporter. Après cela, papa et Gilles ont mis la main sur des ustensiles en plastique. Mais ils se sont disputés pour savoir si une cuillère-fourchette pouvait ou non être utilisée pour la légitime défense et les choses ont mal tourné. Gilles a raconté à sa mère ce que papa avait fait et lui a montré les marques de cuillère-fourchette sur son derrière pour le prouver. Je suppose que cela devait être une autre époque parce que la mère de Gilles a mis papa sur ses genoux et lui a donné une fessée. Vous voyez,
C'est le problème quand on accorde trop d'importance au bon vieux temps. Vous vous souvenez de toutes les bonnes choses. Mais vous oubliez la fois où vous avez reçu une fessée de la part de la mère de votre meilleur ami. Mercredi. J'imagine que je pensais que grand-père vivrait avec nous pendant un petit moment et trouverait ensuite un endroit moins cher que les tours du loisir. Mais maintenant, je commence à craindre que ce soit permanent. Et ce n'est pas une bonne chose parce que je ne sais pas combien de temps encore je peux être le camarade de chambre de Manny. D'une part, ce n'est pas digne de partager une chambre avec une personne qui ne porte pas de pantalon après le dîner. Et grand-père est presque tout aussi pire. Lorsqu'il a quitté les tours du loisir, sa petite amie Darlene a rompu avec lui. Dernièrement, il traîne dans la maison en peignoir, ce qui signifie que je ne peux pas vraiment inviter des amis. Je me dis que plus tôt grand-père sera de retour dans le coup, plus tôt il déménagera. Alors, j'y ai montré à grand-père comment faire des rencontres en ligne pour l'aider à sortir de sa déprime. Je pense que j'y ai créé un monstre, cependant. Maintenant, grand-père est sur l'ordinateur 24 heures sur 24 et il a au moins 50 relations en même temps. Ne me masque même pas comment il s'y retrouve pour savoir qui est qui. Belinda vous a envoyé un clin d'œil. Bethany aimerait vous rencontrer. Martha aime votre photo de profil. Tiffany vous a envoyé un signal. Sylvie aime votre blague toc-toc. Marjorie pense que vous êtes gentil. Les choses commencent à s'arranger pour Roderick, aussi. Il a dit à maman qu'il avait obtenu une promotion au travail. Alors, bien sûr, ce soir, nous avons dû nous entasser dans la voiture pour aller lui montrer notre soutien. Je ne suis pas sûre que j'y appellerai le nouveau poste de Roderick une promotion, cependant. Ils l'ont fait se déguiser en vieux Tobias, la mascotte du restaurant. Apparemment, le gars qui avait le poste avant s'est fait virer pour avoir été vu sans sa tête. Et je suppose que lorsqu'il s'agit de mascotte, c'est un énorme interdit. Le vieux Tobias est censé se promener dans le restaurant et aller de table en table pour rendre les petits-enfants heureux. Mais d'après ce que je peux voir, il a l'effet inverse. En fait, les enfants semblent vraiment détester le vieux Tobias. Quand nous sommes arrivés ce soir, Roderick se faisait jeter de la nourriture de toutes les directions. Roderick a dit à maman que son directeur elle avait prévenu que s'il était un jour surpris sans sa tête de Tobias, il serait viré sur le champ. Heureusement, l'un des yeux de la tête du costume s'enlève, ce qui est le seul moyen pour Roderick de rester hydraté. Maman a glissé une paille à travers l'orbite vide de l'œil. Je commence à me demander si le gars qui avait le travail de se déguiser en vieux Tobias s'est fait virer exprès. Si je devais parier sur la durée pendant laquelle Roderick va tenir, je lui donnerais 2 semaines au maximum. Vendredi. Tout le monde à l'école ne parle que de ce grand voyage à la ferme de Hardscrabble qui aura lieu le mois prochain. Quand vous arrivez à mon niveau, toute la classe part pour un voyage d'1 semaine dans cet endroit où vous dormez dans des cabanes en rondins et apprenez la nature et le travail acharné. Je suis sûre que c'est un grand moment si vous aimez ce genre de choses, mais j'y ai déjà décidé que je serai le seul enfant qui restera en arrière quand tout le monde partira pour le voyage. Et pendant que le reste de mes camarades de classe transpireront dans les bois, je serai à la bibliothèque de l'école à profiter de tout le confort du monde moderne, y compris la climatisation. Maman essaie de me faire changer d'avis parce qu'elle pense que je regretterai de ne pas y être allée. Je doute vraiment que cela arrive. Pourtant, j'y ai entendu des histoires des horreurs de la part des enfants qui sont allés à la ferme de Hardscrabble et je me souviens des lettres que Roderick envoyait à la maison quand il est allé. Toutes disaient « Aeled, sortez-moi d'ici ». En fait, Roderick semblait un peu traumatisé par toute cette expérience. Quand il est revenu du voyage, il s'est glissé dans son lit et y est resté pendant tout un week-end. Aujourd'hui était la date limite pour choisir avec qui vous vouliez partager votre chambre et au déjeuner. Tout le monde se bousculait pour entrer dans une bonne cabane. J'y étais content d'avoir déjà décidé que je n'y allais pas parce que je ne voulais vraiment pas gérer tout ce drame. Je me sentais un peu mal pour Rowley parce qu'il comptait sur le fait de dormir dans le même lit superposé que moi. Quand je lui ai dit que je n'allais pas au voyage, il a fait le tour pour voir si quelqu'un avait une place libre dans sa cabane. Mais à la fin de la période du déjeuner, les choses ne se présentaient pas bien pour lui. Je ne peux pas vraiment m'inquiéter pour Rowley, cependant, parce que j'y ai mes propres problèmes à gérer. Lundi, maman et papa ont reçu une lettre de l'école disant qu'ils devaient venir pour une réunion parents-professeurs spéciale. J était malade et inquiétude toute la semaine parce que je pensais que J avait dû oublier de rayer le nom de Freglet de l'un de ma devoir et que J était en difficulté. Mais ce n'était pas du tout ça. La raison pour laquelle l'école a demandé à maman et papa de venir était de leur dire que mes notes de devoirs se sont tellement améliorées qu'ils me placent dans des classes plus difficiles. Eh bien, je suis sûre que Fro appréciera d'avoir des devoirs plus stimulants, mais il ne peut pas être là pour m'aider pendant les examens. Donc, à moins que je ne trouve un moyen de le faufiler à l'école, je ne vais jamais réussir. Quand maman et papa sont revenus de la réunion parents-professeurs, maman a dit que nous devions fêter la bonne nouvelle. Bien sûr, cela signifiait aller au salon de crème glacée à l'ancienne. Je commençais à en avoir un peu marre de passer chaque nuit sur le lieu de travail de Roderick, et je pense que grand-père ressentait la même chose. Il a dit à maman que la crème glacée lui faisait mal aux gencives, et qu'il allait rester à la maison cette fois-ci. J ai essayé d'utiliser la même excuse. Mais maman était fermement décidée à ce que nous y allions. Quand nous sommes arrivés au restaurant, pourtant, Roderick était introuvable. Le directeur a dit à maman que Roderick ne s'était jamais présenté au travail. Cela a plongé maman dans la panique, et nous sommes retournés dans la camionnette pour aller le chercher. Nous avons conduit partout, et nous avons finalement trouvé Roderick qui marchait le long de l'autoroute.
Quand nous nous sommes garés sur le côté, Rodrigue est monté dans la camionnette et a expliqué ce qui s'était passé. Il a dit qu'il y avait un embouteillage sur l'autoroute, et qu'il allait être en retard au travail. Alors, il s'est engagé sur la voie de covoiturage, où il pouvait aller beaucoup plus vite. Mais, la règle pour la voie de covoiturage est que vous devez avoir au moins 2 personnes dans votre véhicule. Alors, Rodrigue a fait en sorte qu'on ait l'impression que le vieux Obias était assis à côté de lui sur le siège passager. Malheureusement, un policier à l'œil de lynx l'a arrêté. Le policier n'a pas trouvé ça drôle et a donné à Rodrigue une amende de 100 $. Ensuite, il a trouvé toutes sortes de choses qui n'allaient pas avec la camionnette, comme un feu arrière cassé et une vignette de contrôle technique expirée. Après cela, le policier a fait remorquer la camionnette de Rodrigue et elle a laissé coincée sur le bord de la route. Ainsi, Rodrigue était une cible géante pour tous les enfants qui étaient coincés dans l'embouteillage. Maman a dit à papa de conduire à la maison pour qu'elle puisse jeter le costume de Rodrigue dans la machine à laver. Mais quand nous sommes arrivés dans notre rue, il y avait des voitures garées tout du long des 2 côtés. Il y avait même des voitures garées sur notre pelouse, ce qui était assez étrange. Nous avons dû garer la camionnette au bas de la colline et remonter la rue à pied. Quand nous sommes enfin arrivés dans notre cour, on pouvait entendre de la musique forte venir de la maison. Et quand nous avons ouvert la porte des entrées, il y avait une fête endiablée qui se déroulait à l'intérieur et des tas de personnes âgées en train de faire le twist. Nous avons dû pousser à travers la foule pour trouver grand-père, qui était à l'arrière dans notre vieux jacuzzi avec 3 vieilles dames et le cochon. Et à en juger par les apparences, il passait le moment de sa vie. Papa a mis tout le monde dehors de la maison, ce qui a pris une éternité. Principalement parce que personne n'était pressé de partir. Quand tout le monde est parti, papa s'est déchaîné sur grand-père pour avoir organisé une fête. Grand-père a dit qu'il n'avait pas prévu d'organiser une fête. Il a dit qu'il avait essayé d'inviter une dame de son site de rencontre à venir regarder un film, mais qu'il a dû accidentellement appuyer sur envoyer à tous. Et puis tout le monde est apparu en même temps. Papa était vraiment en colère, mais cela a dû être embarrassant pour lui de trouver une punition pour son propre père. Je suppose que Hélène n'a rien trouvé de mieux, alors il a juste mis grand-père au piquet. J'y aurais aimé qu'il fasse un meilleur travail pour débarrasser la maison des invités de la fête quand nous sommes arrivés. Cependant, parce qu'il y avait quelques traînards dans le placard de Mani qui n'ont pas sorti leur tête avant de penser que la voie était libre, juste au moment où Mani et moi nous glissions dans nos lits pour la nuit. Mardi. Depuis que grand-père a eu sa fête, papa n'est plus disposé à le laisser seul à la maison. Et quand papa ne peut pas être là pour le surveiller, il oblige l'un des entre nous à le faire. Grand-père est censé s'asseoir au piquet pendant 1 heure par jour pour purger sa punition. Mais il aime faire cela devant la télévision au lieu de le faire dans le coin. Donc, si vous êtes de corvée de grand-père, vous devez regarder tout ce qu'il veut regarder. Mais pendant la journée des écoles, grand-père est seul à la maison. Et je pense que papa a peur qu'il y ait une autre fête. Alors, il est sorti et a acheté une de ses webcams pour s'assurer qu'il n'y a pas de manigance pendant qu'il est au travail. Je ne sais pas où il a la mise, exactement. Mais ce que je sais, c'est qu'il ne l'utilise pas seulement pour garder un œil sur grand-père. Et l'autre jour, il aime appeler du travail pour me dire de garder mes pieds hors de la table basse. Je suis tout à fait pour la technologie, mais pas quand elle est utilisée contre moi. Je n'aime pas avoir une caméra dans la maison parce que de nos jours, il y a des caméras partout où vous vous tournez. Et si jamais vous faites quelque chose d'embarrassant, comme vous curez le nez dans un endroit public, croyez-moi, cela va être enregistré. Mais la pire des choses, ce sont les caméras des téléphones portables parce que de nos jours, tout le monde en a une. L'été dernier, quand je sortais de la piscine municipale, mon maillot de bain est descendu un peu et tout le monde a vu cela se produire. Et avant même que je sois sec, les photos étaient affichées partout sur Internet. Carla a vu cela à la piscine aujourd'hui. 24 mentions JM. Nancy, ce gamin m'a vraiment fait éclater de rire. Power. Ces jours-ci, vous pouvez même avoir des ennuis pour avoir pris une photo de vous-même. Il y a quelques mois, nous sommes allés prendre un brunch après l'église. Et quand nous avons quitté le restaurant, J ai senti que J avait peut-être des épinards dans les dents. Je n'étais nulle part près d'un miroir, alors J ai emprunté le téléphone portable de maman pour prendre une photo de moi-même. Juste pour m'assurer. Mais une dame devant moi a cru que je prenais une photo d'elle. Et elle ne voulait pas nous laisser partir tant qu'elle n'avait pas regardé les photos sur le téléphone de maman pour s'assurer que je ne l'avais pas fait. Maintenant que j'y pense, c'est peut-être ce qui a poussé maman à avoir cette idée sans électronique pour commencer. En parlant de cela, maman a obtenu toutes les signatures dont elle avait besoin pour apporter sa pétition à la mairie. La façon dont elle les a obtenues a été d'intercepter tous les fêtards alors qu'ils quittaient notre maison l'autre soir. Ces vieilles dames ont signé tout de suite. Après que maman a apporté la pétition à la mairie, les dirigeants ont voté et ont rendu la chose officielle. Donc ce samedi, toute la ville va volontairement se débrancher pour le week-end. Maman s'est donné pour mission de passer le mot à autant de personnes que possible. J'y essaie de faire profil bas jusqu'à ce que toute cette histoire soit terminée. Mais maman ne me facilite pas la tâche. Je pense que nous couper du monde extérieur est une mauvaise idée. Et s'il y a une apocalypse zombie ou quelque chose de grand comme ça, nous allons être les derniers à le savoir. Vendredi. Dans le cadre de ce week-end sans électronique, tout le monde est censé descendre au parc de la ville demain pour un nettoyage bénévole. Mais il faudra bien plus d'une après-midi pour faire une entaille dans ce désordre. Ces jours-ci, les parcs ressemblent à quelque chose sorti d'un film où il y a eu une guerre nucléaire.
Le parc était beau autrefois, mais les choses se sont dégradées quand la ville a manqué d'argent. La raison principale était qu'ils avaient voté pour construire un sentier à sens unique réservé aux téléphones portables à travers le parc, puisque la moitié du temps, les gens sur le sentier ordinaire ne regardaient pas où ils allaient. Ainsi, tout l'argent qui était censé aller au nettoyage ordinaire est allé à ce nouveau sentier pour les gens qui voulaient utiliser leurs appareils électroniques pendant qu'ils marchaient. Mais le projet est devenu trop cher, et ils ont dû l'annuler avant d'avoir terminé la passerelle au-dessus du ruisseau. Et comme personne sur le sentier ne regarde où il va, des tas de gens et leurs appareils ont fini par marcher juste à côté de la passerelle et sont tombés dans le ruisseau. Le parc est devenu vraiment délabré après cela, et les familles ont cessé de venir une fois que les adolescents ont pris le contrôle. Donc, si les gens qui organisent ce nettoyage sont intelligents, la première chose qu'ils feront sera de trouver un exterminateur spécialisé dans les adolescents. Samedi. Je n'ai aucune idée de l'heure à laquelle je me suis réveillée ce matin, parce que l'horloge sur la commode de Manny était débranchée. En fait, tout dans la maison était débranché, ce qui montre que maman prenait cette histoire sans électronique assez littéralement. La chose suivante que j'y ai remarquée, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui se promenaient dans le quartier. Donc, je suppose que tout le monde avait décidé d'entrer dans l'esprit de l'ancien temps. J'y avais l'intention de juste me détendre et de lire des bandes dessinées sur le canapé toute la journée. Mais papa a dit que je devrais profiter de tout ce trafic piétonnier. Il a dit que lorsqu'il était enfant, lui et Gilles avaient ouvert un stand de limonade et avaient gagné assez d'argent pour s'acheter chacun un nouveau skateboard. J'y ai dit que je pensais qu'un stand de limonade était une excellente idée. Papa m'a surpris en me remettant $20 en capital de départ pour m'aider à commencer. Je savais que j'y allais avoir besoin d'un partenaire commercial, alors j'y ai appelé Rowley et je lui ai dit de descendre. Je me disais que nous allions commencer par chercher la recette de la limonade sur Internet, mais maman avait caché le cordon des alimentations de l'ordinateur. J'étais un peu embarrassée de demander à papa, alors Rowley et moi avons décidé d'improviser. Je savais que nous aurions besoin de citron à coup sûr. Alors nous sommes allés à vélo jusqu'à la supérette et nous avons acheté tout leur stock. Quand nous sommes revenus à la maison, nous ne connaissions pas le nombre exact de citrons à mettre dans la carafe, alors nous avons visé au juste pour être sûrs et nous avons rempli toute la carafe avec des citrons. J'y étais à peu près sûr que le seul autre ingrédient de la limonade en plus de l'eau est le sucre, mais nous ne savions pas quelle quantité nous étions censés utiliser non plus. Alors nous avons juste fait ça à l'œil et nous avons vidé la majeure partie du sac de sucre dans la carafe. Je pensais qu'après cela, nous étions à peu près prêts à partir. Mais ensuite papa est descendu, a vu ce que nous faisions et nous a dit que nous avions tout faux. Papa a dit que tout à bord, les citrons verts que nous avions achetés étaient en fait des limes, donc nous devions nous en débarrasser. Ensuite, il a dit que pour faire de la limonade, nous devions couper les citrons en deux et les presser dans l'eau, ce qui aurait été bon à savoir au début. Mais Rowley avait trop peur de couper les citrons parce qu'il disait qu'il lui ferait pleurer les yeux. Je lui expliquais qu'il confondait les citrons avec les oignons. Il ne bougeait pas des 1 pouce, cependant, et je savais que je devais faire quelque chose à ce sujet ou il n'aimerait pas. Alors, j'y ai fouillé dans le garage jusqu'à ce que je trouve un masque avec lequel Rowley pouvait se couvrir les yeux. Tout ce que j'y ai pu trouver était un masque de plongée avec un tuba sur le côté. Mais Rowley ne semblait pas s'en soucier. Une fois Rowley calmé, nous avons commencé à couper les citrons, ce qui était beaucoup plus difficile que je ne pensais. Quand j'y ai tranché le premier citron, j'y ai reçu un jet de jus juste dans l'œil. Ah, ça piquait comme un fou, et je pouvais à peine voir. Rowley a retiré le tuba de sa bouche et a commencé avec tout son baratin de « je te l'avais bien dit », mais je ne voulais pas l'entendre. Après avoir retrouvé la vue, nous avons pressé tous nos citrons dans l'eau et nous avons installé notre stand sur le trottoir. Quelques personnes se sont arrêtées, mais c'était juste pour critiquer tout ce que nous faisions. Une dame nous a dit que nous devions remuer la limonade pour mieux mélanger le sucre. Alors, j'y ai utilisé le tuba de Rowley pour mélanger la limonade et le sucre. Mais même après avoir fait cela, elle n'a pas fait des achats. Un autre gars qui a goûté notre limonade et s'est plaint qu'elle était trop sucrée. Les quelques personnes suivantes ont dit la même chose. Alors, j'y ai vidé la moitié de la carafe et j'y ai ajouté plus d'eau. Mais les gens n'ont pas aimé que je remplisse la carafe avec de l'eau du tuyau des arrosages. Un gars avait un problème avec le fait que nous utilisions le même verre pour chaque client, même si je lui ai expliqué que nous le rincions après chaque utilisation. Nous en avions marre de rester assis sous le soleil brûlant et nous avons décidé que notre stand de limonade fonctionnerait tout aussi bien comme une entreprise en libre-service. Alors, nous avons sorti un bocal où les gens pouvaient payer pour ce qu'ils buvaient. Mais, à la seconde où vous mettez en place un système basé sur l'honneur, il faut que quelqu'un aille tout gâcher pour tout le monde. Et bien sûr, nous nous sommes fait arnaquer. Nous avons réalisé que nous allions juste devoir faire avec et tenir le stand de limonade à plein temps. Alors, nous avons pris un autre verre dans le placard de la cuisine et nous sommes retournés dehors. J'y ai commencé à remarquer que les gens qui montaient la colline avaient l'air beaucoup plus assoiffés que les gens qui la descendaient. Alors, nous avons affiché une nouvelle politique de prix pour en tirer pleinement parti. Descente, 50 centimes le verre. Montée, $1 le verre. Un couple de personnes a pensé que notre bocal était pour les pourboires et ils ont laissé tomber de la monnaie. Après cela, nous avons commencé à pousser pour les pourboires parce que tout l'argent que nous apportions de cette façon était un profit à 100%. Je commençais à me sentir bien dans mes affaires jusqu'à ce qu'un gamin nommé Cédric Cunningham installe son propre stand de limonade à quelques maisons de là.
Et il était assez évident qu'il avait de l'aide de ses parents parce que son stand était si sophistiqué qu'il faisait passer le nôtre pour une blague. Vous voyez, c'est le problème quand vous avez une idée originale. 5 secondes plus tard, vous avez 1 million de copieurs. Je suis un professionnel pourtant et je n'allais pas prendre une petite compétition personnellement. Alors, j'y ai offert 2 dollars à Cédric pour qu'il démonte son stand de limonade et il a accepté. Mais, 1 minute plus tard, il a réinstallé son stand, cette fois directement de l'autre côté de la rue par rapport à nous. Je commençais à être assez agacée parce que nous manquions de limonade et je savais que papa ne nous donnerait plus d'argent pour les ingrédients. C'est là que j'y ai réalisé que si nous vendions de l'eau au lieu de la limonade, nous nous épargnerions beaucoup de tracas. De plus, il était assez évident que Cédric avait accaparé le marché de la limonade, surtout après qu'il a installé sa nouvelle pancarte, aidez-moi à acheter des médicaments pour mon petit chat malade. Mais je savais que si nous allions vendre de l'eau, il faudrait qu'elle semble extra spéciale pour inciter les gens à payer pour elle. Alors, j'y ai trouvé un nom génial et j'y ai ensuite rempli la piscine pour bébé de Mani avec de telle eau pour que nous n'en manquions pas pendant un moment. Eau de forme énergie. Si nous allions appeler ce truc de l'eau de forme, nous devions faire savoir aux gens que cela fonctionnait vraiment. Alors, j'y ai demandé à Rowley de faire des seaux avec écart et des pompes devant notre stand. Le problème, c'est que Rowley n'est pas dans la meilleure forme. Donc c'était une mauvaise image pour notre entreprise. Hugh Rosemont, un gars qui était en fait en forme est monté la colline juste après cela et je lui ai proposé de lui payer quelques dollars et s'il disait à tout le monde qu'il était devenu comme ça en buvant notre eau. De forme énergie. Mais je suppose qu'il avait de meilleures choses à faire parce qu'il nous a dit qu'il n'était pas intéressé. Malheur Rosemont, un gars qui descendait la colline nous a entendus et il a dit qu'il serait heureux de recommander notre produit. Sans vouloir être méchant ou quoi que ce soit, mais ce gars n'avait décidément pas le look que nous recherchions. Alors, pour le faire partir, je lui ai payé 3 dollars pour qu'il dise aux gens qu'il ne buvait pas notre truc. J'y ai réalisé que nous étions toujours en compétition pour l'argent des boissons avec le gamin des en face et que si nous voulions gagner du vrai argent, nous devions déplacer notre opération vers un tout nouveau marché. Et je connaissais juste l'endroit. Le parc de la ville. Avec le grand nettoyage qui s'y déroulait, je me disais qu'il y aurait une tonne de bénévoles assoiffés. Alors Rowley et moi avons chargé un chariot avec autant de notre produit que nous pouvions en transporter et nous nous sommes dirigés vers le bas de la colline. À mi-chemin du parc, Rowley a dit qu'il était déshydraté et qu'il avait besoin d'une boisson. Je ne voulais pas m'arrêter, mais il avait l'air d'être sur le point de s'évanouir. Alors je l'ai laissé prendre une bouteille et j'y ai pris note de réduire sa paye plus tard. Quand nous sommes descendus au parc, il semblait que toute la ville était là. Tout le monde travaillait vraiment dur et il faisait assez chaud dehors. En prime, la fontaine des eaux était cassée, ce qui signifiait que les gens n'avaient pas de véritables options pour étancher leur soif. Alors Rowley et moi savions que nous allions faire un malheur en vendant notre truc. Malheur Rosemont, maman nous a repérés tout de suite et nous a demandé ce que nous fabriquions. Je lui ai dit que nous allions vendre notre eau de forme à quiconque était prêt à débourser quelques dollars. Mais maman a dit que c'était de mauvais goût de faire du profit sur le dos d'un groupe de bénévoles qui sacrifiaient leur samedi pour nettoyer le parc. Je lui ai dit que tous ceux qui boiraient notre eau seraient capables de faire du bénévolat 2 fois plus dur et que tout le nettoyage aurait beaucoup plus vite. Pendant que maman et moi nous nous disputions à ce sujet, les dames qui travaillaient sur le parterre de fleurs ont totalement pillé nos provisions. Et avant que nous puissions faire quoi que ce soit, elles avaient versé tout notre inventaire des eaux de forme dans leur nouveau jardin comme si c'était juste de la camelote bon marché. J'y ai fait un calcul rapide et j'y ai estimé que c'était au moins 200 dollars de bénéfices perdus et s'infiltrant dans le sol. Mais ces dames sont juste retournées à leur plantation comme si ce n'était pas un gros problème. Pourtant, il n'était pas trop tard pour Rowley et moi de redresser la barre. Nous avons rassemblé les bouteilles vides et nous nous sommes dirigés vers le ruisseau pour un remplissage. Maman s'est mise en travers de notre chemin. Elle nous a dit, à Rowley et moi, qu'elle voulait que nous aidions les bénévoles pour le nettoyage et nous a remis des outils de jardinage pour commencer. J'y ai expliqué que nous étions des hommes des affaires et que les vrais hommes des affaires ne travaillent pas gratuitement. Mais avant même que j'y ai fini de parler, Rowley était à genoux en train de planter des plantes vivaces. Je savais que je devais sortir de là aussi vite que possible ou j'y allais me faire enrôler, moi aussi. Mais maman avait une longueur d'avance sur moi. Elle a dit que quand j'y étais petit, elle m'emmenait au parc tous les jours et que c'était ses souvenirs les plus spéciaux de nous deux. Elle m'a dit que si nous ne nettoyions pas le parc, des autres mamans ne pourraient pas avoir le même genre de moments précieux avec leurs enfants. Vous voyez, maman sait exactement comment m'avoir. Et c'est la raison pour laquelle je me suis retrouvée à rateler des feuilles gratuitement au lieu de gagner une cargaison d'argent. Le râteau que maman m'a donné était une camelote, cependant. Mais quand j'y ai demandé un nouveau, elle a dit que tout le monde faisait de son mieux avec ce qu'il avait. Il m'a fallu une demi-heure pour assembler un maigre tas de feuilles et ensuite un groupe de petits-enfants est venu tout déchirer et a défait tout mon travail acharné. Ne me demandez pas pourquoi les gens ont amené leurs petits-enfants au nettoyage du parc parce qu'il n'était des aucune aide du tout. En fait, il s'attirait constamment des ennuis. À un moment donné, un groupe d'entre eux jouait dans un tas d'engrais, et quelqu'un a dû les chasser de là. Tout l'effort de nettoyage du parc était totalement désorganisé. Personne n'était vraiment responsable, donc c'était juste le chaos complet. Les choses sont devenues encore plus folles lorsque le bus des travaux d'intérêt général s'est garé sur le parking et qu'un groupe d'adolescents en combinaison orange en est sorti. Apparemment, ces gars-là étaient amenés par bus pour purger leur peine pour avoir commis des crimes comme le vol à l'étalage et le vandalisme.
Et si je devais deviner, je dirais que quelques-uns d'entre eux étaient directement responsables des graffitis sur les équipements de LR de jeu. Les gars des travaux d'intérêt général étaient plus intéressés par le fait de faire les idiots que de donner un coup de main. Et certaines des choses qu'ils faisaient avec les râteaux et les pelles étaient carrément dangereuses. Mais juste au moment où il semblait que cela ne pouvait pas être pire, un groupe de camionnettes a roulé sur le parking et une troupe entière d'éclaireuses s'est déversée des véhicules. Et on aurait dit qu'elles ne plaisantaient pas. En moins de 10 minutes, elles avaient organisé tout le monde au nettoyage du parc en équipes distinctes avec une éclaireuse responsable de chacune d'elles. Mon équipe était responsable du ratelage des feuilles dans la zone de LR de jeu, et la fille responsable de mi-groupe était une jeunette. C'était un peu embarrassant, mais pour être honnête avec vous, j'étais content que les éclaireuses soient venues et aient mis tout le monde au pas. Chaque fois que J ai vu les éclaireuses et s'impliquer dans un projet, J était impressionné. Il y a quelques mois, la ville voulait construire un jardin communautaire, mais personne n'a pu s'organiser et le projet a capoté. Mais ensuite les éclaireuses ont débarqué et ont tout construit en un dimanche après-midi. Je vais vous dire ceci. Si vous mettiez un groupe de garçons de mon âge aux commandes d'une chose pareille, rien de bon n'en sortirait. Surtout et s'il y avait des outils électriques impliqués. Même si elles étaient au parc de la ville pour travailler, les éclaireuses n'allaient pas laisser passer une occasion de faire une collecte de fonds. Elles ont installé un stand pour vendre des biscuits, et l'un de leurs premiers clients a été maman. Donc, je suppose qu'elle avait changé des avis sur les gens qui vendaient des choses aux bénévoles. J'y étais content que les éclaireuses dirigent la baraque, mais elles nous faisaient travailler dur. Après 1 heure de ratelage, j'y étais épuisée et je voulais rentrer à la maison. Mais, il était clair qu'elle ne laissait partir personne tant que la dernière feuille n'était pas en sachet. Une autre personne de mon groupe qui semblait un peu épuisée était mon compagnon de devoir, Frou. Des autres personnes ont compris à quel point Frou est intelligent, et un groupe d'adultes a commencé à l'ennuyer pour des choses qu'ils obtiendraient habituellement de leur téléphone. Frou, comment évolue la bourse? Frou, quelles sont les prévisions météo pour ce week-end? Frou, est-ce que des chats ont fait quelque chose d'amusant aujourd'hui? J'y ai remarqué que toutes les demi-heures, les éclaireuses tournaient de groupe en groupe. Alors, pendant un changement de garde, j'y ai vu mon opportunité et je l'ai saisie. Je savais exactement où je me dirigeais, aussi. Le ruisseau. Quand j'y étais dans l'équipe de natation en cours préparatoire, papa avait l'habitude de me déposer à la piscine municipale tous les jours. Mais, à la minute où il s'éloignait, je courais jusqu'au ruisseau et j'y attrapais des vairons jusqu'à ce que l'entraînement soit terminé. Je m'assurais toujours de revenir à la piscine avant que papa ne vienne me chercher, et je sautais dedans au dernier moment pour qu'on ait l'impression que j'y avais nagé tout le temps. Mais une fois, papa est venu tôt pour me regarder et m'entraîner, et je suppose que je me suis laissé emporter à attraper des vairons. Alors, j'y ai fini par arriver à la piscine après papa, et je me suis fait pincer. Aujourd'hui, je me suis dit que j'y allais juste prendre une petite respiration près du ruisseau, et ensuite retourner au travail. Mais 30 secondes après mon arrivée, j'y ai entendu quelqu'un fracasser les buissons. Il s'avère que Frouem avait vu filer de LR de jeu, et il m'avait suivi. Frou a dit qu'il ne pouvait plus supporter les sollicitations des adultes une seconde de plus, et quand il m'a vu partir, il a pensé que J avait la bonne idée. Pendant que nous parlions, nous avons entendu quelque chose de gros venir dans notre direction. Je pensais que ce pourrait être un ours. Mais J était assez choqué de voir que c'était l'un des gars des travaux d'intérêt général. En fait, je connaissais ce gars. Son nom était Billy Rotney, et il avait l'habitude de traîner dans notre sous-sol quand le groupe de Roderick répétait. Il y a un mois environ, J a entendu Roderick dire à un de ses amis que Billy s'était fait prendre en train de voler un paquet de verres gélifiés acidulés à la supérette. Je n'étais vraiment pas content que ce gars m'ait suivi jusqu'à ma cachette. J ai dit à Billy qu'il devrait retourner au parc avant qu'il ne nous attire tous des ennuis. Mais Billy a dit qu'il prenait la fuite, et qu'il ne retournerait jamais aux travaux d'intérêt général. Ensuite, Billy a commencé à pleurnicher sur le fait que lorsqu'il était petit, sa maman avait acheté un paquet de verres gélifiés acidulés pour que lui et son frère le partagent, mais son frère ne voulait pas lui donner un seul verre et avait mangé tout le paquet. Billy a dit que la seule raison pour laquelle il avait volé à la supérette était pour pouvoir enfin avoir un paquet de verres gélifiés acidulés tout pour lui tout seul. Je commençais à être vraiment mal à l'aise d'écouter ce gars parler encore et encore, et j'espérais que Frou m'aiderait à lui faire entendre raison. Mais ensuite Frou a commencé avec un discours bien à lui. Frou a commencé à raconter comment ses parents le font se lever à 5 heures du matin 6 jours par semaine pour étudier pour le concours de géographie et comment il n'a jamais pu jouer au laser game. Parce que ses parents disent que c'est une perte de temps. Tout cela commençait à faire un peu trop pour moi et J ai décidé que je préférerais rateler des feuilles plutôt que d'écouter ces gars raconter leurs histoires larmoyantes. Alors J ai commencé à retourner vers l'air de jeu. Mais tout d'un coup, cette jeunette est apparue de nulle part et m'a totalement pris au dépourvu. Et toi? Qu'est-ce que tu fabriques? Mes instincts ont pris le dessus et J ai couru. Frou et Billy ont vu d'étaler et ils étaient juste sur mes talons. Mais la jeunette portait un sifflet et la chose suivante que J ai su, c'est que toute la troupe d'éclaireuses était à nos trousses. J ai commencé à courir plus vite quand J ai réalisé que Frou et moi risquions de gros ennuis pour complicité de fuite. Je ne savais pas si les éclaireuses avaient réellement l'autorité d'arrêter qui que ce soit, mais je n'allais pas rester dans les parages pour le découvrir. Pour autant que je sache, c'était peut-être quelque chose qu'elles devaient faire pour gagner l'un de leurs badges. Une fois la course-poursuite lancée, Billy a pris la tête et Frou et moi l'avons juste suivi.
Il était assez évident qu'il avait de l'expérience avec ce genre de choses parce qu'il semblait savoir ce qu'il faisait. Après un certain temps, nous avons réussi à mettre de la distance entre nous et les éclaireuses et nous pouvions à peine entendre le sifflet. Alors nous nous sommes arrêtés une minute pour reprendre notre souffle. Billy a dit que nous allions avoir besoin de notre énergie pour rester en avance sur les éclaireuses. Puis il a sorti quelques rouleaux de menthe mince qui étaient cachés dans sa combinaison et les a partagés entre nous. Je vais juste supposer qu'il a payé pour ses biscuits parce que s'il ne l'a pas fait, je veux pas le savoir. Après nous être ravitaillés en biscuits, Billy a dit que nous devrions tous abandonner nos vêtements parce que s'ils utilisaient des chiens pour nous suivre, nous pourrions les dépister. C'est alors que Willem est venu à l'esprit que si ce gars ne pouvait pas s'en sortir après avoir volé un paquet de verres gélifiés acidulés, il était probablement la dernière personne de qui je devrais accepter ce genre de conseil. J a réalisé que J avait fait une énorme erreur et J a commencé à chercher un moyen de sortir de cette situation. Alors, J a dit au gars que nous devrions nous séparer, disant que si nous le faisions, nous serions plus difficiles à attraper. Masfrou a dit que nous devrions rester ensemble. Il a dit que nous pourrions voyager à travers le pays et vivre des aventures folles et peut-être même rejoindre le cirque quelque part en chemin. Billy semblait aimer cette idée, lui aussi. Puis les deux ont commencé à se disputer pour savoir qui devrait obtenir l'argent pour les droits cinématographiques de notre histoire si jamais nous devenions célèbres. J a décidé d'utiliser cette opportunité pour essayer de m'éclipser. Mais quand je me suis retourné pour partir, un groupe de camionnettes est apparu de nulle part. Maman était dans la camionnette de tête et les éclaireuses étaient dans les véhicules juste derrière elle. Il y a une seconde où J a cru que Frou allait tenter une tentative de la dernière chance pour s'échapper. Mais après tout son grand discours sur la vie en cavale, il s'est totalement effondré. Je pensais que maman serait vraiment en colère, mais elle semblait soulagée. Elle voulait savoir ce qui m'était passé par la tête pour m'enfuir comme ça. Je me disais que Billy allait plonger quoi qu'il arrive et que ne servait à rien que nous ayons tous les trois des ennuis. Alors, J ai tout mis sur son dos. Je suppose que je me sentais un peu mal, mais pour être juste, voler les menthes minces c'était son idée. Je ne sais pas combien de travaux d'intérêt général ils vont ajouter à la peine de Billy, mais au moment où il aura fini, J a l'intention de fréquenter une université à l'autre bout du pays. La chose la plus folle de toutes était la façon dont maman nous a trouvés en premier lieu. Quand elle a acheté cette puce GPS pour le cochon, elle en a acheté une pour moi, aussi. Donc, je me suis promenée avec une de ces choses attachées à mon lacet de chaussures pendant les 2 derniers mois sans même le savoir. Et quand J est disparu du parc, maman a utilisé son téléphone pour savoir où j'y étais. Ce n'est pas le moment de se plaindre du fait que maman soit surprotectrice, cependant, parce que si elle n'était pas venue à mon secours, j'y aurais pu finir dans un cirque ambulant avec Frou et Billy. Mais tout de même, on repassera pour le week-end sans électronique de maman. Octobre. Vendredi. Si papa était sur mon dos avant, c'est 100 fois pire maintenant. Après l'incident du parc municipal le week-end dernier, il est assez évident qu'il pense qu'on ne peut pas me faire confiance. Et chaque fois qu'il est à la maison, il aime nous avoir, grand-père et moi, dans la même pièce pour pouvoir garder un œil sur nous deux. J'y aurais aimé ne jamais être au courant pour la webcam, cependant, parce que cela me rend vraiment paranoïaque. Il pourrait en fait y avoir plusieurs caméras dans la maison. Je suis à peu près sûre qu'il y en a une dans le canard en peluche de Manny, parce que ses yeux semblent me suivre. Et s'il n'y a pas de caméra là-dedans, alors je me suis ridiculisée pas mal ces derniers jours devant ce canard. Heureusement, maman a emmené papa à l'aéroport pour un voyage d'affaires ce matin, et je sais qu'il ne peut pas me surveiller tout le temps pendant qu'il est absent. Pourtant, j'y ai fait très attention à ne pas faire de gaffe, juste au cas où il aurait une de ses webcams en train d'enregistrer sur un disque dur quelque part. Ce matin, quand je me brossais les dents, je me suis assurée de remettre le capuchon sur le tube de dentifrice comme papa me le dit toujours. Mais mes doigts étaient glissants, et j'y ai fait tomber le capuchon dans le lavabo. Il a rebondi quelques fois, puis il est descendu direct dans la bonde. Oups. Je savais qu'à la seconde où papa rentrerait de son voyage, il irait dans la salle de bain du haut pour s'assurer que le capuchon était sur le dentifrice. Alors, je devais le récupérer. La première chose que J ai faite a été d'essayer de pêcher le capuchon hors de la bonde avec un coton-tige. Mais tout ce que J ai réussi à remonter, c'était un tas de cheveux et des autres saletés. Et maintenant que je sais ce qu'il y a dans les lavabos des gens, je vous garantis que je ne serai jamais plombier. J'y ai pensé que J avait probablement poussé le capuchon de dentifrice encore plus loin dans la bonde avec ce coton-tige. Alors J ai ouvert le placard sous le lavabo pour voir si je pouvais comprendre où il avait fini. Je savais que papa avait un tas de livres de bricolage sur la plomberie dans le sous-sol, et je me disais qu'il y aurait des instructions étape par étape pour montrer exactement comment réparer ce genre de choses. Je ne comprenais rien au schéma du livre, alors J ai fait de mon mieux. Il y avait un tube en plastique sous le lavabo, et je me disais que le capuchon de dentifrice devait être quelque part à l'intérieur. Alors, J ai desserré l'écrou qui maintenait le tube au tuyau en métal, et le tube est sorti assez facilement. Je suppose que J était censé couper une vanne ou quelque chose comme ça. Cependant, parce que la chose suivante que J ai su, c'est que l'eau éclaboussait partout. Il m'a fallu 1 minute pour comprendre comment fermer la vanne, et au moment où j'y suis parvenu, il y avait une énorme flaque sur le sol. J ai plongé autant d'eau que possible avec les serviettes qui étaient dans la salle de bain. Ensuite, J ai couru en bas pour en prendre des autres dans la buanderie. Mais quand je suis descendu dans la cuisine, J ai réalisé que J avait un plus gros problème. Elle s'égouttait du plafond sur la table de la cuisine.
J'y ai dit à grand-père D où venait l'eau, mais il ne semblait pas trop inquiet. Il a dit que le seul véritable dommage serait une tache d'eau sur le plafond de la cuisine. J'y étais content que grand-père pense que ce n'était pas un gros problème. Mais je suis sûr que papa verrait la situation différemment. J'y ai supplié grand-père de m'aider à me sortir de ce pétrin, et il m'a dit qu'il le ferait. Grand-père a dit qu'il existe un type spécial de peinture qui recouvre les taches d'eau, et qu'il m'emmènerait à la quincaillerie pour l'acheter. Cela semblait génial. Il a attrapé les clés de papa, et nous sommes montés dans la voiture. Mais quand nous avons reculé de l'allée, grand-père a accroché une poubelle. Je n'étais pas trop inquiet, mais quand nous avons percuté la boîte aux lettres d'un voisin, j'y ai commencé à m'inquiéter. J'y ai réalisé que je me souvenais pas de la dernière fois que j'y avais été dans une voiture avec grand-père au volant. Et tout d'un coup, cela m'a frappé. L'année dernière, grand-père a raté son examen de conduite, alors ils lui ont retiré son permis. Il n'avait plus le droit de conduire depuis. J'étais vraiment nerveux, alors j'y ai dit à grand-père que nous devrions peut-être retourner à la maison. Mais maintenant qu'il était sur la route ouverte, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il criait « Youpi !» Au moment où nous sommes sortis de notre quartier, il semblait reprendre le coup de main. Mais j'étais encore assez nerveux quand nous nous sommes engagés sur la bretelle de l'autoroute. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de monde qui conduisait à cette heure de la journée, et la quincaillerie n'était qu'à quelques kilomètres. La chose bizarre, c'est que tous les panneaux le long du bord de la route étaient tournés dans le mauvais sens, ce qui était vraiment déroutant. Quand j'y ai vu 2 voitures venir vers nous, j'y ai réalisé que d'une manière ou d'une autre grand-père avait pris la bretelle de sortie au lieu de la bretelle d'entrée, et nous roulions à contresens. Grand-père a pilé sur les freins, et la voiture a fait un demi-tour complet avant de s'arrêter sur la bande des arrêts d'urgence. C'est un miracle que nous n'ayons pas été percutés, et notre expérience de mort imminente nous a vraiment secoués tous les deux. Tout à coup, une tache d'eau sur le plafond de la cuisine ne semblait plus être un si gros problème. Grand-père et moi étions d'accord pour dire que nous devrions juste rentrer à la maison et en rester là pour la journée. Au moins maintenant nous étions dans la bonne direction. Mais quand grand-père a mis la voiture en marche avant, elle a roulé de quelques pieds, puis a calé. Au début, j'y ai pensé que quelque chose avait dû arriver à la voiture quand grand-père a pilé sur les freins, mais quand j'y ai regardé le tableau de bord, j'y ai réalisé que nous étions en panne d'essence. Rodrigue a utilisé la voiture hier soir quand il est allé au travail, et bien sûr Hélène n'a pas refait le plein. Grand-père a vu un panneau plus loin qui disait qu'il y avait une station-service à 1 kilomètre plus haut sur la route. Et il m'a dit qu'il allait y aller à pied et rapporter un bidon d'essence pour que nous puissions rentrer à la maison. Je voulais y aller avec lui, mais il a dit que je devais rester dans la voiture pour qu'elle ne se fasse pas remorquer par le service des autoroutes. Je me sentais pas très bien avec toute cette idée, mais j'y ai pensé que c'était le seul choix que j'y avais. Grand-père est parti à pied, et j'y ai attendu pendant ce qui a dû être 1 heure. Je commençais à m'inquiéter un peu, et puis j'y ai regardé dans le rétroviseur et j'y ai vu quelque chose au loin. Un groupe de personnes marchait vers la voiture le long du bord de la route. Au début, j'y étais excité parce que je pensais qu'ils pourraient être capables d'aider. Mais ensuite j'y ai vu leur combinaison orange. Je me suis figé. C'était le gang des travaux d'intérêt général, et ils venaient dans ma direction. Quand ils se sont approchés, j'y ai vu que l'un d'eux était ce gars, Billy. J'y ai pensé à prendre la fuite, mais je ne voulais pas tenter ma chance en terrain découvert. J'y ai fait la seule autre chose à laquelle je pouvais penser, qui était de verrouiller les portes et de me cacher. Il n'y a pas beaucoup de bonnes cachettes dans une voiture, cependant. Donc, le mieux que je pouvais faire était de me mettre sous le tableau de bord et de rester vraiment immobile. Ensuite, j'y ai retenu mon souffle et j'y ai prié. Il a fallu une éternité pour que ces gars arrivent à la voiture. Et quand ils l'ont enfin fait, ils ont décidé que c'était un bon endroit pour prendre leur pause déjeuner. Finalement, l'équipe des travaux d'intérêt général a fini de manger et a continué son chemin. Mais ils ont laissé un énorme désordre, ce qui montre bien qu'ils ne prenaient pas leur devoir de nettoyage de l'autoroute trop au sérieux. Une fois que j'y ai été sûr qu'ils étaient partis, je me suis redressé. Mais mes 2 jambes s'étaient endormies à force d'être restées dans une position aussi inconfortable pendant tout ce temps. Alors, j'y ai attrapé la poignée de la console centrale pour me redresser. Mais la poignée a bougé, et quand elle l'a fait, la voiture a bougé aussi. J'y avais accidentellement mis la voiture au point mort, et elle a commencé à rouler vers l'avant. La voiture prenait de la vitesse, alors j'y ai appuyé sur le frein, mais il s'est bloqué et la voiture a juste continué d'avancer. J'y avais peur de rouler au milieu de la circulation et de me faire percuter. Puis j'y ai vu grand-père marcher vers moi sur la bande des arrêts d'urgence et j'y ai paniqué. J'y ai donné un coup de volant sec vers la gauche et j'y ai évité grand-père de justesse. Le problème, c'est que la voiture a roulé directement dans un fossé. Et c'est là qu'elle est restée jusqu'à ce que maman arrive 2 heures plus tard avec une dépanneuse. Si j'y avais à refaire tout cela, j'aurais juste laissé ce capuchon de dentifrice dans la bonde. Lundi. J'y ai supplié maman de ne pas dire à papa ce qui était arrivé à la voiture quand il rentrerait à la maison, mais elle a dit que comme le pare-choc était tout cabossé, il le découvrirait de toute façon. J'y ai réalisé que ma seule option était de quitter la ville et j'y ai pensé au moyen idéal de le faire. Le voyage scolaire à la ferme de Harscrabble commence aujourd'hui et dure toute une semaine. Je me dis que le temps que je revienne, papa se sera calmé, au moins un peu. Alors j'y ai dit à maman que j'y avais changé des avis sur le voyage et elle était toute excitée.
Elle a appelé à l'école pour s'assurer que je pouvais encore y aller, et heureusement il restait une poignée de place dans les cabanes. J'y ai fouillé dans mon sac de cours et j'y ai trouvé la liste de colisage qu'ils avaient envoyée à la maison le mois dernier pour vérifier ce que je devais apporter. Liste de fournitures pour la ferme de Hardscrabble. Spray anti-insectes, bottes de randonnée, imperméables, gourdes, sac à dos, jeans, sac en plastique, crème solaire, articles de toilette, chaussettes en laine, pas d'appareils électroniques, pas de nourriture de pacotille. Il était trop tard pour aller faire les magasins pour tout ce bazar. Heureusement, maman a trouvé le sac de voyage de Rodrigue dans le garage, qu'elle n'avait jamais déballé depuis qu'il était parti en voyage il y a quelques années. À l'intérieur se trouvaient des bottes de randonnée, un imperméable, une gourde, du spray anti-insectes et un tas d'autres choses sur la liste, ce qui était génial. Mais le sac empestait parce qu'il y avait un sandwich au jambon à moitié mangé là-dedans, qui avait quelque chose qui poussait dessus. J'y étais un peu inquiet de la situation alimentaire au camp, et j'y étais tenté d'essayer de faufiler quelques barres chocolatées, mais je n'étais pas sûr de la punition si on se faisait prendre. Alors, j'y ai décidé de les cacher dans mon tiroir à chaussettes, pour que personne ne les mange pendant mon absence. Je n'étais pas prêt à prendre des risques en ce qui concerne mon confort, cependant. J'y ai fourré 3 boîtes entières de lingettes pour bébé fraîcheur dans le sac de Rodrigue, même si cela signifiait que je ne pouvais pas faire entrer à l'imperméable. J'y ai enterré les fraîcheurs au fond du sac, parce que je ne voulais pas que maman sache que je les prenais. Maman dit que les lingettes pour bébé sont trop chères pour que tout le monde les utilise régulièrement, et qu'elles sont réservées à Mani. Vous voyez, c'est la principale raison pour laquelle je veux être riche quand je serai plus vieux. Quand j'y aurai une tonne d'argent, je pourrai acheter autant de lingettes pour bébé que je veux. Mais en attendant d'avoir de l'argent à moi, je vais devoir continuer à piller les réserves de Mani. Au moment où j'y étais à peu près prêt à partir pour le voyage, Grand-père M a donné un livre qui, selon lui, pourrait être utile. Grand-père a dit que le livre lui appartenait lorsqu'il était enfant, et il l'a donné à papa quand il avait mon âge. Maintenant, il voulait que je l'aie. Il me semblait un peu démodé, mais je ne voulais pas blesser les sentiments de grand-père, alors je lui ai dit que je le prendrais avec moi et le lirais à la première occasion. Il s'appelait le livre essentiel pour les jeunes garçons. Il y avait juste assez de place pour le faire entrer dans mon sac, et je me disais que plus il y avait de choses empilées sur les lingettes, mieux c'était. Quand maman M a déposé à l'école ce matin, cependant, j'y ai réalisé que j'y étais sérieusement sous-préparé pour ce voyage. Tout le monde avait une tonne d'équipements, et j'y avais l'impression d'y avoir sous-emballé. Après que toutes nos affaires ont été chargées dans le bus, les sacs prenaient au moins la moitié de l'espace. Cela signifiait que nous devions doubler sur les sièges, ce qui a fait que le trajet jusqu'à la ferme de Hardscrabble a semblé beaucoup plus long qu'il n'aurait dû. Quand nous sommes enfin arrivés là-bas et que nous avons franchi à l'entrée principale, j'y étais assez soulagé. Mais la dernière ligne droite a été brutale parce que c'était un chemin de terre chaotique. Au bout de celui-ci, un panneau disait « Ferme de Hardscrabble, des valeurs à l'ancienne pour les jeunes dès aujourd'hui ». Quand nous sommes descendus du bus, un groupe des enfants d'une autre école était juste en train de partir, et ils avaient l'air de ne pas pouvoir sortir de là assez vite. Un gamin à l'arrière tenait une pancarte écrite à la main qui ne faisait aucun sens pour moi. Elle disait « Méfiez-vous de Silas Scratch ». Quelques-uns de mes camarades de classe semblaient assez effrayés quand ils l'ont vu. Un garçon debout à côté de moi a dit que son frère aîné était allé à la ferme de Hardscrabble il y a quelques années et lui avait tout raconté sur Silas Scratch. Apparemment, ce gars Silas Scratch était un fermier qui vivait à la ferme de Hardscrabble il y a longtemps, mais ensuite le comté est venu et elle a expulsé de ses terres. Un autre gamin est intervenu et a dit qu'il avait entendu dire que Silas Scratch était allé vivre dans la forêt où il survivait en mangeant des limaces et des bailles. Ensuite, Melinda Henson a dit qu'elle avait entendu dire qu'il était devenu fou et que ses ongles avaient poussé très longs. Vous voyez, j'y aurais pu me passer de la partie sur les ongles longs parce que ce genre de choses me donne vraiment des frissons. Un de nos accompagnateurs, Monsieur Ellie, a dit que lorsque sa classe était allée à la ferme de Hardscrabble, un gamin nommé Frankie était tombé sur la cabane de Silas Scratch dans les bois et qu'après que Frankie l'a vu, il n'avait plus jamais été le même. Quiconque n'avait pas entendu parler de Silas Scratch auparavant était au courant maintenant parce que l'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Je trouvais toute cette histoire de Silas Scratch troublante. Je vous garantis que si quelqu'un m'avait dit qu'il y avait un fermier déséquilibré qui rôdait sur les terrains de la ferme de Hardscrabble, je serais juste resté à la maison et j'y aurais tenté ma chance avec papa. Après avoir fini de décharger le bus, nous avons apporté nos affaires au pavillon principal, qui était une cabane en rondin géante avec un tas de longues tables à l'intérieur. La personne en charge était Madame Graziano et une fois que tout le monde s'est assis, elle a fait un discours sur les règles du camp. Il y en avait un paquet, mais celle qu'elle a dite être la plus importante était que les garçons et les filles n'ont pas le droit de visiter les cabanes des autres pour quelque raison que ce soit. Madame Graziano a dit que c'était sa 19e année à la ferme de Hardscrabble et qu'elle n'allait tolérer aucun non-sens de la part de quiconque. Ensuite, elle a demandé aux accompagnateurs de fouiller les sacs de tout le monde pour s'assurer que personne n'essayait de faufiler de la nourriture de pacotille ou des appareils électroniques. Quelques enfants se sont fait pincer avec des choses dans leurs sacs. Mike Barrow avait une livre de poisson suédois dans son sac à dos. Et Dwayne Higgins s'est fait attraper en train d'essayer de faire de la contrebande avec un biscuit géant aux pépites de chocolat. J'étais vraiment content d'avoir laissé ces barres chocolatées à la maison, mais j'étais un peu inquiet que les accompagnateurs confisquent mes lingettes pour bébé.
Une fois que Monsieur Jones a senti à l'odeur de mon sac, cependant, il n'est pas allé creuser plus loin. Après cela, nous avons déjeuné, ce qui consistait en des hot dogs, des haricots au lard et des poivrons farcis. Il n'y avait pas d'autre choix, donc si vous n'aimiez aucune de ces choses, vous n'aviez pas de chance. Quand le déjeuner a été terminé, les accompagnateurs nous ont dit de gratter nos restes dans une marmite géante. Je n'avais pas touché à mon poivron farci, alors j'y ai tout jeté. J'y ai demandé à Monsieur et Ali pourquoi nous mettions nos restes dans une marmite au lieu de la poubelle. Il a dit qu'à la ferme de Hardscrabble, aucune nourriture ne va au gaspillage, et que tout ce que nous n'avons pas mangé pour ce repas est mis dans un ragoût pour le suivant. Il a dit que c'était la même chose quand il était venu à Scan lorsqu'il était enfant, et qu'ils utilisaient toujours la même marmite exacte. Cela signifie qu'il pourrait y avoir des restes d'il y a 30 ans dans ce truc. Après le déjeuner, Madame Graziano et les accompagnatrices ont emmené les filles de l'autre côté du camp pour aller à leur cabane. Maman avait en fait voulu se porter volontaire comme accompagnatrice à la dernière minute, mais elle n'était pas à l'aise à l'idée de laisser Manny con Roderick et grand-père. C'est un peu dommage. Cependant, parce qu'elle aurait pu me transmettre des informations secrètes depuis le côté des filles du camp. Des trucs du genre, tu n'as aucune chance avec Lorraine, mais Chloé pense que tu as un joli derrière. Nous, les gars, sommes restés dans la cafétéria pour obtenir nos attributions de cabane. La plupart des groupes étaient des enfants qui traînent ensemble à l'école, mais chaque cabane semblait avoir un enfant qui n'y avait pas sa place. L'école a dû décider de répartir les fauteurs de troubles pour qu'il n'y en ait pas plus d'un dans chaque cabane. Le seul groupe qui avait plus d'un fauteur de troubles était le groupe de Monsieur Neuzy. Mais Monsieur Neuzy travaille comme gardien de prison, alors je suppose qu'ils se sont figurés qu'ils pourraient gérer cela. Comme je me suis inscrit en retard, j'y ai été mis avec un groupe de reste. Ce qui incluait Rowley. J'y étais content d'être attribué à la même cabane que Rowley, mais je n'étais pas content que son père soit l'accompagnateur. Monsieur Jefferson n'a jamais vraiment été un grand fan de ma personne, et je n'avais pas hâte d'être enfermé avec lui pendant une semaine entière. Quand nous avons ouvert la porte, il était assez clair que quiconque avait notre cabane en dernier ne s'était pas donné la peine de nettoyer après soi. Un gamin de mon groupe, Julian Trimble, semblait prendre toute la situation assez durement parce que ses lèvres ont commencé à trembler dès qu'il a franchi la porte. J'ai été un peu surpris que Julian ait décidé de venir dans ce voyage parce que je suppose que Hélène n'a jamais passé la nuit loin de ses parents auparavant. Julian était toujours le gamin qui faisait une grande scène chaque matin pendant l'heure du dépôt à l'école. Une fois, en cours élémentaire première année, il avait une prise si forte sur sa maman que le directeur adjoint a dû descendre pour les décoller l'un de l'autre. Je pensais que Julian avait décidé de partir pour ce voyage de son propre chef. Mais quand je me suis souvenu de la façon dont sa maman avait quitté en trombe le parking de l'école ce matin, au moment même où Julian est sorti de la voiture, j'y ai commencé à me demander si sa maman ne l'avait pas en fait piégé pour qu'il y aille. Tout le monde a commencé à choisir ses lits superposés. Et c'est là que j'y ai découvert pourquoi tout le monde avait de si grands sacs. Ils ont tous sorti des couvertures et des sacs de couchage. J'y avais juste supposé que la literie serait prise en charge. Mais je suppose que c'était trop espéré dans un endroit comme celui-ci. La chose la plus proche d'un oreiller que j'y avait été mon sweat à capuche, qui sentait déjà le sandwich au jambon de Roderick. C'était difficile de trouver un matelas sans taches bizarres dessus. J'y ai choisi un lit du haut parce que je ne pouvais pas prendre le risque d'être en dessous de Julian au cas où il mouillerait son lit. Malheureusement, Monsieur Jefferson s'est glissé dans la place juste en dessous de moi. Alors, maintenant, le père de Rowley était mon compagnon de lit superposé. Après avoir fini de déballer nos affaires, nous sommes descendus dans la zone des activités pour faire des exercices de renforcement des équipes. La première chose que nous avons faite a été une chute de confiance, où un gars devait tomber à la renverse et tous les autres étaient censés l'attraper. Je suppose que le but était de montrer comment nos coéquipiers assurent nos arrières. Mais, Jordan Lancy a fait sa chute alors que le reste des antres nous était encore en train de chercher où se tenir. À terre. Monsieur Jefferson nous a montré comment former 2 lignes face à face, et ensuite faire un filet en se saisissant les poignets les uns les autres. Donc, quand Jeffrey Swanson est monté sur la plateforme, nous pensions être prêts pour lui. Mais, Jeffrey est un grand garçon, et son poids a fait s'effondrer Rowley et Garrett Grimm qui se sont fracassés l'un contre l'autre. Choc. 3 de plus à terre. Garrett avait perdu une de ses dents de devant, et tout le monde s'est mis à genoux pour la chercher. Ensuite, Emilio Mendoza a trouvé la dent dans le front de Rowley. Monsieur Jefferson a dit à Emilio de courir chercher l'infirmière, qui a apporté à Garrett un gant de toilette humide pour arrêter le saignement. Mais, elle ne pouvait pas retirer la dent du front de Rowley parce qu'elle était vraiment logée là-dedans. Monsieur Jefferson a appelé sa femme pour qu'elle vienne chercher Rowley et elle emmène faire vérifier cela. Je ne sais pas si elle a fini par aller chez un médecin ou un dentiste parce que je n'avais aucune idée de ce qu'on fait pour ce genre de choses. Ainsi, Monsieur Jefferson s'est retrouvé coincé à accompagner un groupe d'enfants qui n'étaient pas les siens. Il nous a fait faire tous ces exercices qui étaient censés nous apprendre à travailler ensemble en équipe. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est montrer à quel point nous étions mauvais à cela. Nous avons fait une activité appelée la brigade des seaux où nous devions faire une chaîne de relais pour apporter de l'eau de la rivière jusqu'à notre cabane. Le premier gars remplissait son seau et le versait ensuite dans le seau du gars suivant et ainsi de suite. Mais, nous avons renversé tellement d'eau en chemin qu'au moment où nous sommes arrivés à la cabane, il ne restait presque plus rien à mettre dans la cuve en métal que nous étions censés remplir.
Nous avons réalisé que si nous voulions un jour terminer l'activité, nous devions trouver un meilleur moyen de remplir la cuve. Alors, nous avons essoré nos vêtements pleins de sueur dedans. Après cela, nous avons fait une activité où nous devions nous attacher les poignets ensemble avec des écharpes et traverser un parcours des obstacles faits de cordes. Mais, quand il s'agissait des activités physiques, notre groupe était assez désespéré. Nous avons fini complètement noués les uns aux autres. Après le parcours de cordes, nous ne pouvions pas détacher les écharpes parce que nous les avions nouées trop serrées. Et ça n'était pas bon parce que Jeffrey avait besoin d'utiliser la salle de bain dans la cabane et nous étions tous encore attachés ensemble. À la fin de la journée, tout le monde était totalement épuisé. Et j'y étais vraiment content quand M. Jefferson nous a dit qu'il était temps de dîner. Le repas consistait en des galettes de poulet, du maïs en épis et du ragoût. J'y ai passé mon tour sur le ragoût. Et j'y étais vraiment content de l'avoir fait quand j'y ai vu Jordan sortir une coquille de taco entière de son bol. Qui sait de quelle année datait ce truc? Après le dîner, nous sommes retournés à la cabane. M. Jefferson a dit que puisque nous avions été dans les bois, nous devions vérifier si nous avions des tics les uns les autres. Chaque personne était responsable de son compagnon de lit superposé, ce qui signifiait que J avait M. Jefferson. Mais, M. Jefferson a beaucoup de cheveux, et je n'allais pas aller fouiller là-dedans. Pour autant que je sache, il pourrait y avoir une colonie entière de tiques vivant là-dedans. Tout le monde dit toujours à quel point le plein air est formidable, mais il y a toutes sortes de petites bêtes rampantes dont il faut se soucier. J avait l'habitude de jouer dans les bois tout le temps jusqu'à ce que J avale une araignée vivante. Mais, dans un endroit comme la ferme de Hardscrabble, il y a tout autant d'insectes à l'intérieur qu'à l'extérieur. Une sorte de scarabée s'est enfoncé dans l'oreille d'un gamin au dîner, et il a dû aller à l'infirmerie pour se le faire retirer. Jordan a trouvé une tique sur l'arrière du cou de Julian, et tout le monde a paniqué à ce sujet. Mais, M. Jefferson a dit que Julian irait bien, et il l'a emmené à l'infirmerie. À la seconde où M. Jefferson et Julian sont partis, le reste des gars de ma cabane est devenu totalement fou. Je suis restée à l'écart de tout le monde parce que je ne voulais pas être la 5e personne de mon groupe à être vue par l'infirmière le premier jour. Au moment où M. Jefferson est revenu, la cabane était un champ de bataille, et tout le monde était crasseux. Je suppose que personne n'a jamais nettoyé les sols de cet endroit parce que quand les gars ont eu fini de rouler par terre, ils étaient couverts de saleté et de cheveux. En guise de punition pour avoir saccagé la cabane, M. Jefferson nous a obligés à aller au lito. Et il aime à englober avec tous les autres, même si Jen n'avait rien fait. Et c'est ainsi que nous avons fini par aller au lit alors qu'il faisait encore jour le premier soir. Mardi, M. Jefferson a réveillé tout le monde au point du jour et a dit que nous devions tous prendre des douches avant le petit déjeuner. C'est alors que Hélène est venu à l'esprit qu'il n'y avait pas de douche dans notre salle de bain. La douche était à l'extérieur de la cabane, et l'eau était dans la cuve en métal que nous avions remplie dans la brigade des seaux hier. Il semblait que j'y étais le seul à me souvenir de ce qu'il y avait dans cette cuve parce que tous les autres ont fait la queue pour prendre leur tour. Non seulement l'eau était insalubre, mais apparemment elle était froide aussi, à en juger par les cris de mes camarades de cabane. J'y étais venu préparer, cependant. Je n'allais certainement pas prendre de douche extérieure pendant ce voyage, mais je pouvais quand même me garder propre en utilisant ma réserve de lingettes. Le petit déjeuner n'était pas beaucoup meilleur que nos 2 premiers repas, mais au moins il ne servait pas le ragoût. Les pancakes étaient durs comme de la pierre, cependant, et ils vous briseraient les dents si vous essayiez d'en croquer un. Emilio a faufilé un pancake dans sa poche pour pouvoir l'envoyer par la poste chez lui à sa maman et lui montrer à quel point la nourriture était mauvaise au camp. Après que nous ayons nettoyé le petit déjeuner, Madame Graziano nous a dit le plan pour la journée. Elle a dit que nous allions faire les mêmes types de corvées faites par les enfants grandissant dans des fermes comme celle-ci il y a longtemps. Madame Graziano a dit que dans le passé, les enfants travaillaient depuis le moment où ils se levaient le matin jusqu'à ce que le soleil se couche. Et ils devaient commencer à travailler dès qu'ils étaient assez âgés pour aider leur famille. Ce qui est juste une autre raison pour laquelle je suis content de ne pas avoir été vivant à cette époque. Notre groupe a commencé dans la grange. Et notre travail consistait à déplacer des bottes de foin d'une extrémité du bâtiment à l'autre. C'était sérieusement difficile. Et j'y ai beaucoup de respect pour les enfants qui devaient faire ce genre de travail tous les jours. Quand nous avons eu fini, tout le monde a ressenti un immense sentiment d'accomplissement. Alors que nous partions pour passer à la station suivante, le groupe de M. Neuzy est entré dans la grange. Il a dit à son équipe que leur travail consistait à déplacer les bottes de foin de l'autre côté, qui était l'endroit où elles se trouvaient au début. Alors, ne me demandez même pas pourquoi nous nous sommes donnés tous mal. Vous voyez, on ne devrait pas faire ce genre de choses à un enfant. Quand j'y étais en cours préparatoire, mon enseignante m'a dit qu'elle aime m'envoyer en mission secrète, et elle m'a donné un mot à remettre à un autre enseignant au bout du couloir. Et chaque jour après cela, mon enseignante me remettait un autre mot à livrer. Eh bien, un jour, j'y été curieux de savoir ce qu'il y avait dans ces mots, et j'y en ai ouvert un. Mais, il était blanc à l'intérieur. Il s'avère que maman avait dit à mon enseignante qu'elle s'inquiétait pour mon estime de soi, et toute cette histoire de mission secrète était juste un moyen de me faire sentir important. Donc, si quelqu'un veut savoir pourquoi j'y ai du mal à prendre le travail au sérieux, c'est comme cela que ça a commencé. Notre équipe a passé le reste de la matinée à passer par les autres stations. Nous avons peint une clôture, réparé un mur en pierre et empilé du bois de chauffage à l'extérieur du pavillon principal. Je vais vous dire, quand je serai plus grand, je vais acheter une ferme bien à moi et installer un camp sur la propriété,
parce que faire travailler un groupe d'enfants gratuitement et appeler cela de l'éducation, c'est du génie. Après le déjeuner, alors que nous retournions à notre cabane, Gareth a trébuché sur une pierre qui dépassait du sol. Quand Emilio l'a vue, il s'est vraiment emporté. La pierre avait des éraflures dessus, et Emilio a dit que la seule personne qui aurait pu faire cela était Silas Scratch. Jeffrey a dit que la pierre était probablement la pierre tombale de Silas Scratch, et que maintenant nous étions maudits parce que nous avions perturbé son lieu de repos. J a essayé de faire entendre raison à ses gars. J ai dit que tout est à bord, si Silas Scratch était mort, c'était une bonne nouvelle pour tout le monde. Et deuxièmement, cela ne pouvait pas être la pierre tombale de Silas Scratch parce qu'il aurait dû s'enterrer lui-même. Je n'aurais jamais dû dire cela parce que cela a juste perturbé tout le monde encore plus. Maintenant, tout d'un coup, Silas Scratch était un fermier mort-vivant qui ne pouvait pas être tué. Au dîner, la tombe de Silas Scratch était tout ce dont tout le monde pouvait parler. Quelqu'un a prétendu avoir vu Silas Scratch dans les bois, et quelqu'un des autres a dit l'avoir vu de l'autre côté du camp au même moment exact. Ensuite, Albert Sandy racontait à tout le monde qu'il avait entendu dire que Silas Scratch avait un réseau de tunnels sous les cabanes, et que c'était comme cela qu'il pouvait se déplacer si rapidement. Alors, grâce à Albert Sandy, maintenant les enfants ont trop peur d'utiliser les salles de bain du camp, pensant que Silas Scratch pourrait sortir des toilettes. Quelques enfants ont dit qu'ils allaient se retenir jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux. Cela ne me semble pas intelligent, surtout si l'on considère que nous n'en sommes qu'au 2e jour. Mercredi. Aujourd'hui, après avoir fini nos corvées de ferme, nous avions du temps libre pour faire tout ce que nous voulions. J ai décidé que j'y allais juste faire une sieste. Mais quelques-uns de mes camarades de cabane avaient des autres projets. Gareth, Jeffrey et Jordan ont dit qu'ils en avaient marre de manger du ragoût pour le dîner. Alors, ils allaient descendre à la rivière et attraper un poisson. J'y ai pensé que c'était l'idée la plus stupide que j'ai jamais entendue. Surtout puisqu'il n'avait pas de canne à pêche ou quoi que ce soit de ce genre. Mais, ils étaient morts de sérieux, et quand ils sont partis, je suis allé à la cabane et je suis monté dans mon lit superposé. Il m'a fallu un certain temps pour m'endormir, et juste au moment où je commençais à somnoler, mes camarades de cabane ont enfoncé la porte. Croyez-le ou non, ces imbéciles avaient en fait réussi à attraper un poisson. Ils en avaient écopé un directement hors de la rivière en utilisant le t-shirt de Jeffrey comme un filet. Et maintenant qu'il l'avait, ils ne savaient pas quoi en faire. Ce qui était assez clair, c'était que personne n'avait l'intention de le manger. J'y ai dit aux gars que s'ils ne mettaient pas le poisson dans un peu d'eau rapidement, il ne survivrait pas. Gareth a attrapé le poisson par la queue et elle l'a transporté à la salle de bain, où il l'a mis dans les toilettes. Ensuite, Jordan a vidé sa gourde à l'intérieur de la cuvette, pour que le poisson ait un peu d'eau supplémentaire pourrait s'agiter. Le poisson semblait aller bien pour le moment, et J ai décidé d'aller chercher un seau pour que nous puissions rapporter le poisson à la rivière et le relâcher. Mais, quand je suis parti, Monsieur Jefferson est entré dans la cabane. Les autres gars ont fermé d'un coup sec la porte de la salle de bain, et J ai fait de mon mieux pour la jouer cool. Mon hypothèse était que Monsieur Jefferson ne serait pas très content d'un poisson dans les toilettes, et je ne voulais pas être envoyé au lito pour la 2e fois de ce voyage. Monsieur Jefferson m'a demandé où étaient tous les autres, et J ai dit que je pensais qu'il pourrait être descendu par la rivière. Il m'a dit que si je voyais quelqu'un, je devrais lui dire de venir au pavillon principal pour la distribution du courrier. Quand Monsieur Jefferson est parti, nous avons rabaissé le abattant sur les toilettes pour nous assurer que le poisson ne s'agite pas sur le sol. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers le pavillon principal pour rejoindre le reste de notre classe. Madame Graziano a distribué le courrier à tous les enfants qui ont reçu quelque chose de la maison. Maman m'a envoyé une lettre, et j'y avoue que J ai eu la gorge un peu nouée en la lisant. Cher Grégory, tu nous manques tellement. Nous avons hâte que tu sois de retour à la maison. Nous espérons que tu passes un moment merveilleux. Câlins et bisous, maman. J ai reçu une lettre de Roderick, aussi, mais je n'ai pas aimé la sienne autant que celle de maman. Cher Greg, J ai trouvé tes barres chocolatées. Tiens, tu peux sentir les emballages. Ah, ah, ah. Je n'ai pas reçu de lettre de papa, mais j'en ai reçu une de la part du cochon. Elle disait, groin, groin, groin. J'espère juste que quelqu'un dans ma famille l'a écrite comme une blague, parce que si cette chose a d'une manière ou d'une autre appris à écrire, alors je sais même plus quoi dire. Julien a reçu une lettre de la maison, aussi, mais sa maman a fait une énorme erreur en envoyant une photo avec. Julien n'était pas le seul qui semblait avoir le mal du pays. Un couple des enfants n'a rien reçu du tout, et ils ont demandé à certains d'entre nous qui avaient reçu des lettres de les lire à haute voix. La lettre d'un gamin disait: J ai fait une fournée de tes biscuits préférés et je les ai mis dans le réfrigérateur pour quand tu rentreras à la maison. Avec amour, maman. Et quand il l'a lu à haute voix, certains des enfants qui avaient le mal du pays sont devenus un peu émotifs. Quelques enfants ont reçu des colis de réconfort avec des vêtements propres et des choses comme ça. Mais le grand gagnant de notre groupe a été Graham Bertram, qui a reçu une boîte géante qui était remplie d'une tonne de fournitures. De retour à la cabane plus tard, nous avons découvert que Graham s'était envoyé la boîte à lui-même avant que le voyage ne commence, et il avait caché toutes sortes de friandises avec les fournitures de camping. Heureusement, il était prêt à partager. Je n'aurais jamais pensé manger des Doritos sortis d'une botte de randonnée, mais à ce stade, j'avais abandonné mon dernier lambeau de dignité. Emilio a regardé par la fenêtre et a vu Monsieur Jefferson revenir à la cabane.
Alors, nous avons caché toutes les affaires de Graham sous une couverture. Quand M. Jefferson est entré dans la cabane, il est passé juste à côté sans même remarquer. Malheureusement, nous étions tellement concentrés sur les collations que nous avons complètement oublié le poisson. Je me sens un peu mal pour M. Jefferson. Mais cela m'a rappelé un bon souvenir. Vous devriez toujours vérifier à l'intérieur des toilettes avant de vous asseoir. M. Jefferson était furieux et pensait que c'était une sorte de farce. Et bien sûr, il pensait que c'était moi qui l'avais inventé. Alors, ce soir, pendant que le reste du groupe mangeait des guimauves grillés et chantait des chansons près du feu de camp avec Madame Graziano, j'étais coincé dans la cabane avec un accompagnateur en colère. Jeudi. La plupart des enfants au camp avançaient tranquillement jusqu'à hier. Mais après que ces lettres de la maison sont arrivées, il a semblé que tout le monde a heurté un mur. Beaucoup de mes camarades de classe ont le mal du pays, et ils ont demandé s'ils pouvaient rentrer plus tôt. Mais les accompagnateurs disent que la seule façon pour nous de rentrer à la maison est s'il y a une sorte de raison médicale. Eh bien, il n'aurait pas dû mettre cela dans la tête des gens parce que maintenant les enfants essaient de tomber malades exprès. Melinda Henson agissait vraiment bizarrement au déjeuner. Il s'avère qu'elle a mangé 3 portions de ragoût pour se rendre malade, ce qui me semblait un peu extrême. Mais après avoir passé quelques heures à l'infirmerie avec une indigestion, Melinda a été renvoyée pour rejoindre son groupe. Julian est allé encore un pas plus loin. Monsieur Jefferson, elle a trouvé dans la cabane en train de se tenir à l'estomac à côté d'un bâton de déodorant à moitié mangé. C'était donc la fin de la route pour Julian. Quelques heures plus tard, la mère de Julian est arrivée pour venir le chercher. Mais au moment où ils sont partis, il semblait avoir fait un rétablissement complet. Beaucoup de garçons ont commencé à dire que Julian avait la bonne idée, et les accompagnateurs en ont eu vent. La chose suivante que nous avons su, c'est que les accompagnateurs faisaient le tour pour collecter le déodorant de tout le monde afin que personne ne puisse suivre les traces de Julian. C'est une mauvaise nouvelle pour notre cabane parce qu'avec les serviettes mouillées et les vêtements sales partout, et les enfants qui se douchent avec de l'eau de sueur, notre cabane sent déjà comme une singerie. Le déodorant était probablement la seule chose qui empêchait les émanations de notre cabane d'atteindre des niveaux toxiques. Et si nous tombons malades, nous rentrons tous à la maison plus tôt. Cela pourrait être correct pour tous les autres, mais ce n'est pas correct pour moi parce que plus tôt je rentre à la maison, plus tôt je dois faire face à papa. Samedi. Pour être honnête avec vous, j'y avais complètement oublié Rowley jusqu'à ce qu'il revienne au camp hier matin. Mais quand il a senti à l'odeur de notre cabane, je parie qu'il aurait souhaité être juste resté à la maison. Il s'avère que Rowley a attrapé une infection à cause de la dent de Garrett. Et c'est pourquoi il a été parti si longtemps. Rowley a apporté la dent avec lui, mais je ne suis pas sûre de ce que Garrett est censé faire avec à ce stade. Rowley revenait un peu à un moment délicat. Nous nous sommes tous préparés pour la dernière nuit du voyage, que nous devons passer dehors. J'y ai un peu hâte, parce que c'est une nuit où nous n'aurons pas à rester dans notre cabane puante. Mais je ne suis pas sûre que mon groupe puisse même survivre en dormant au milieu des éléments. Nous sommes censés construire un abri et un feu demain soir. Et je n'ai aucune idée de la façon dont nous sommes censés réussir cela. Monsieur Jefferson a essayé de nous apprendre à faire des choses de base en plein air. Mais il s'avère qu'il est tout aussi inutile que le reste des entre nous. Hier, il essayait de nous apprendre à faire un feu. Et il a enfreint la règle du pad électronique en utilisant son téléphone pour chercher comment faire. Mais sa batterie est morte quand un couple de mes camarades de cabane ont mis la main dessus pour regarder des vidéos de chèvres qui hurlent. Je suppose que Monsieur Jefferson a appris un petit peu avant que la batterie ne meure, parce qu'il a réussi à faire démarrer un feu et a dit au reste des entre nous de prendre du petit bois. Personne ne savait ce qu'était du petit bois cependant, alors nous avons rapporté tout ce que nous pensions pouvoir brûler. Rowley est revenu avec ce qui ressemblait à un tas de mauvaises herbes et les a jetées sur le feu, mais cela elle a totalement étouffé. Il s'avère que les choses que Rowley a mis sur le feu étaient en fait de l'herbe à puce, et ce matin il s'est réveillé couvert de boutons. Monsieur Jefferson a dû inhaler les fumées et en a eu dans les poumons, parce qu'il avait du mal à respirer. L'infirmière a appelé Madame Jefferson pour qu'elle vienne les chercher tous les deux, et je pense qu'elles ont fini pour de bon. Cela signifie que mon groupe est le seul sans accompagnateur. J'y ai entendu dire que Madame Graziano se démène pour trouver un remplaçant, mais aucun papa n'est prêt à abandonner le reste de son week-end pour venir ici. C'est un timing vraiment mauvais parce qu'il est censé pleuvoir demain soir, et nous n'avons même pas commencé à construire notre abri. J'y ai essayé d'espionner un groupe qui contient un tas de scouts pour voir si je pouvais glaner quelques conseils, mais ces gars-là n'étaient pas prêts à céder leurs secrets. Pendant que nous étions partis à essayer d'installer notre camp, un autre groupe a pillé notre cabane. Je suppose qu'ils ont dû entendre parler des collations de Graham parce que sa réserve a été totalement vidée. Les voleurs ont aussi fouillé mon sac et ont trouvé les lingettes pour bébé, qu'ils ont utilisées dans notre salle de bain. Ils ont dû essayer de les jeter dans la cuvette des toilettes parce que maintenant elle était bouchée. Le pire était que les toilettes ont débordé, et l'eau a coulé le long du sol en suivant un chemin depuis la salle de bain jusqu'à mon sac de voyage. Tout ce que je possédais était mouillé à l'exception du livre de grand-père, que les voleurs avaient jeté sur un lit. J'y étais vraiment en colère, mais quand J ai commencé à feuilleter les pages, J ai réalisé que les gars qui avaient pillé notre cabane auraient pu nous rendre un fier service. Le livre contenait un tas de choses inutiles, comme un chapitre sur la façon de fabriquer une radio qui fonctionne avec des objets ménagers. La radio patate. La radio à ondes courtes est un nouveau passe-temps passionnant qui déferle sur la nation, mais qui a besoin de tout cet équipement coûteux quand tout peut être trouvé dans votre propre maison.
Commencez par trouver 2 trombones, un emballage de chewing-gum en aluminium et une patate vigoureuse. Insérez les trombones dans la patate et formez un pont entre eux avec l'emballage de chewing-gum. Mais il y avait beaucoup de bonnes choses là-dedans, aussi. Il y avait un chapitre sur la façon d'identifier l'herbe à puce, ce qui aurait été utile hier. Il y avait des chapitres sur des autres choses de plein air, comme la façon de démarrer un feu sans allumettes, ce qui était génial parce que M. Jefferson avait utilisé toutes les nôtres. Je ne pouvais pas attendre d'essayer certains de ces trucs et de voir s'ils fonctionnaient réellement. J'y ai mené mon groupe jusqu'à notre campement et j'y ai demandé à emprunter les lunettes des Emilio. Et j'y ai concentré un rayon de soleil à travers un verre sur des feuilles sèches, de la façon dont c'est été dit de faire dans le livre. Bien sûr, les feuilles ont commencé à fumer et ont fini par prendre feu. Tout le monde était excité que nous puissions faire un feu sans l'aide d'un adulte. Mais nous nous sommes un peu laissés emporter avec les tables dans les mains, et les lunettes des Emilio ont été écrasées dans la célébration. Apparemment, Emilio est aveugle comme une taupe sans ses lunettes, donc le reste du voyage pourrait être un peu difficile pour lui. Heureusement, Jeffrey porte des lunettes aussi, donc nous pouvons faire un autre feu demain. Quand nous sommes revenus à notre cabane après le dîner, nous avons reçu une douche froide de réalité. Les toilettes inondées et s'ajoutaient à la mauvaise odeur générale dans notre cabane, qui à ce moment-là était totalement insupportable. Nous avons épongé le sol avec nos vêtements sales, puis nous les avons mis dans un couple de sacs poubelles, mais cela n'a toujours pas fait l'affaire. La pire odeur semblait venir de nous, et la seule façon de traiter ce problème était avec du déodorant. Jordan a dit, peut-être que nous devrions piller une des cabanes des filles et voler un peu de leur déodorant. Mais cela s'est transformé en un grand débat sur le fait de savoir si les filles utilisent réellement du déodorant. Mais ce qui excitait tout le monde, c'était l'idée de partir en raid. La personne qui était la plus excitée était Emilio, mais nous lui avons dit que c'était trop dangereux pour lui de venir avec nous puisqu'il ne pouvait pas voir. Il a dit que nous avions besoin de lui parce qu'il a un excellent sens de l'odorat et qu'il pouvait flairer les cabanes des filles. Nous n'étions pas sûrs s'il bluffait. Alors nous lui avons fait passer un test des odeurs où il devait identifier un tas de choses différentes. Et bien sûr, il a trouvé absolument tout. Donc, Emilio était de la partie. Nous avons tous commencé à nous préparer, mais juste au moment où nous étions sur le point de sortir, M. Neuzy est venu vérifier comment nous allions. Je suppose que c'était assez évident pour M. Neuzy que nous ne préparions rien de bon. Alors il nous a dit que nous serions tous dans de grandes rails s'il attrapait l'un des entre nous en train de se faufiler dehors. De plus, il avait entendu dire que Silas Scratch était à l'affût ce soir, alors nous ferions mieux de rester à l'intérieur. Ensuite, M. Neuzy est parti, et quelques minutes plus tard il est revenu avec une bouteille de talc pour bébé. Il en a saupoudré en un grand cercle autour de notre cabane pour que si nous partions, nos empreintes de pas nous trahissent. Tout le monde a commencé à paniquer parce qu'il pensait que nous étions piégés dans notre cabane pour le reste de la nuit. Mais alors je me suis souvenu d'un chapitre de mon livre qui pourrait nous aider. Masquez vos effectifs. Les anciens ninjas avaient une façon astucieuse de tromper leurs ennemis. Lorsqu'ils voyageaient en groupe, les ninjas marchaient en file indienne, en marchant prudemment dans le même ensemble des empreintes de pas. Ensuite, ils tendaient une embuscade à leurs poursuivants, qui seraient choqués de découvrir qu'ils ne suivaient pas les traces d'une seule personne, mais de plusieurs. Monsieur Neuzy avait laissé ses propres empreintes de pas dans le talc pour bébé quand il le répandait autour. Alors, tout ce que nous avions à faire était de marcher exactement dans ses pas et il ne saurait jamais que nous étions partis. Le seul problème était que les empreintes de Monsieur Neuzy étaient beaucoup plus grandes que n'importe lesquelles des nôtres. Mais, Monsieur Jefferson avait laissé ses bottes de randonnée sous le lit et elles semblaient être une correspondance parfaite. J'y ai été en premier. C'était un peu dur de rester dans les traces de Monsieur Neuzy, mais j'y ai atteint à l'autre côté du talc pour bébé. Ensuite, j'y ai lancé les bottes au gars suivant. Nous avons fait sortir tout le monde de la cabane de cette façon, même Emilio, qui a fait du stop sur le dos de Jeffrey. Une fois que nous avons tous été dégagés, nous nous sommes dirigés à travers les bois vers les cabanes des filles. Mais, avant que nous le sachions, nous étions totalement perdus. C'était un peu effrayant parce que personne ne savait même dans quelle direction était notre cabane. Ensuite, Jeffrey a rendu tout 100 fois pire en amenant le sujet de Silas Scratch. Jeffrey a dit que Silas Scratch était probablement en train de surveiller notre moindre mouvement et allait nous cueillir un par un et nous manger tout vif. Cela a excité tous mes camarades de cabane et j'y ai pensé qu'ils allaient se disperser dans toutes les directions. Mais, Emilio a sauvé la mise quand il a capté une odeur dans l'air. Il a dit qu'il pouvait sentir une cabane de filles et qu'elle n'était pas si loin. Bien sûr, une des cabanes était à environ 50 pieds. Nous nous sommes glissés aussi silencieusement que nous le pouvions, puis nous avons mis certaines de nos compétences de renforcement des équipes en action pour monter jusqu'à une fenêtre ouverte. On aurait dit que tout le monde dormait à l'intérieur, alors je me suis abaissé à travers la fenêtre et je me suis laissé tomber sur le sol sans faire un bruit. Mais, quand j'y ai regardé autour, j'y ai réalisé que j'y étais dans une cabane pleine de éclaireuses. J'y ai décidé d'annuler la mission pour obtenir le déodorant, mais à ce moment-là il était déjà trop tard. Le reste des gars venaient tous de tomber à travers la fenêtre. Tout ce qui s'est passé après cela est un peu un flou. Je me souviens de filles qui hurlaient, de mains qui s'agrippaient à mes chevilles, et de mes camarades de cabane qui se piétinaient les uns les autres pour sortir par la porte des entrées. Ensuite, ce fut juste une course folle à travers les bois. Ne me demandez pas comment, mais nous avons retrouvé le chemin de notre cabane. Malheureusement, nous avons complètement oublié le talc pour bébé,
Et nous l'avons totalement piétinée. Mais à ce stade, c'était le moindre de nos soucis. Je pensais que la mission était un échec total, mais il s'avère que nous ne sommes pas revenus les mains vides. Graham avait chippé un sac à la cabane des filles et elle avait apporté avec lui. Je n'étais décidément pas à l'aise avec le vol. Et j'y ai dit que l'un des entre nous devait ramener le sac en douce à la cabane des filles avant que quiconque ne remarque qu'il manquait. Mais j'y ai été mis en minorité sur cette idée parce que tout le monde était curieux de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Les vêtements dans le sac n'avaient pas l'air d'appartenir à des filles de notre âge. Mais le temps que nous comprenions à qui le sac appartenait réellement, le propriétaire se tenait dans notre encadrement de porte. Madame Graziano. Je pensais qu'elle nous avait trouvés à cause du talc pour bébé, mais il s'avère que c'était encore plus facile pour elle que cela. Dès qu'elle a ouvert la porte de sa cabane, elle a trouvé Emilio qui trébuchait dans le noir. Ce qui montre juste qu'on ne devrait jamais laisser un homme derrière. Madame Graziano nous a passé un savon pour nos manigances immatures. Elle a dit qu'on ne pouvait pas nous faire confiance tout seul pour la nuit, alors elle allait se mettre sur le téléphone et trouver un accompagnateur d'urgence. Je ne pouvais pas imaginer qu'il serait prêt à conduire tout du long jusqu'à cet endroit au milieu de la nuit, mais je savais que qui que ce soit, il n'allait pas être content de cela. Et il s'avère que j'y avais raison. Papa a fait irruption en ayant l'air vraiment fatigué et irrité. Dimanche. Je souhaite vraiment que Madame Graziano m'ait juste envoyé à la maison au lieu d'appeler papa pour nous accompagner pour le dernier jour. Papa était déjà assez en colère pour la voiture. Et maintenant il devait faire le baby-sitter pour un groupe de collégiens non douchés. Et ce n'était pas amusant de lui annoncer la nouvelle que nous n'avions même pas de salle de bain fonctionnelle dans notre cabane. Je pensais que je devais à papa de lui donner au moins un compte rendu de base du camp, mais il semblait déjà savoir tout ce que j'y essayais de lui dire. D'une certaine manière, il était même au courant pour le ragoût, parce que quand quelqu'un a mis une portion sur son assiette, il la gratté pour la remettre directement dans la marmite. Au début, j'y ai pensé que papa avait dû être accompagnateur quand Roderick est venu dans cet endroit, mais quand j'y ai vu un des autres accompagnateurs saluer papa, j'y ai tout reconstitué. Bienvenue à nouveau, Frank. Papa est allé à la ferme de Hartscrabble quand il avait mon âge. Pas étonnant qu'il ne soit pas content d'être ici. Si son expérience était un tant soit peu similaire à la mienne, je suis sûre qu'il n'aurait jamais imaginé en un million d'années qu'il serait de retour. Moi et mes camarades de cabane avons passé la journée à essayer d'installer notre camp pour la nuit. Et il était assez clair que papa n'avait aucune intention de donner un coup de main. La moitié du temps, il était parti quelque part ailleurs à faire qui sait quoi. Et quand il était là, il ne levait pas le petit doigt. Alors, nous avons installé notre abri sans lui. Heureusement, le livre de grand-père avait un chapitre sur la façon de construire un appentis imperméable. Alors, nous n'avions pas besoin de l'aide de papa. Au dîner, certains enfants d'un autre groupe semblaient vraiment secoués. Ils ont dit qu'ils ramassaient du bois de chauffage et qu'ils étaient tombés sur une vieille cabane qu'ils étaient sûrs à 99% d'appartenir à Silas Scratch. C'est là que j'espérais que papa dirait à tout le monde que Silas Scratch était juste une histoire inventée pour empêcher les enfants de quitter leur cabane la nuit. Mais, il ne l'a pas fait. Il a dit que lorsqu'il était allé à la ferme de Hartscrabble, un couple d'enfants était allé fouiner autour de la cabane de Silas Scratch et qu'on n'avait plus jamais entendu parler d'eux. C'était la pire chose que papa pouvait dire juste avant que nous soyons censés passer la nuit dans les bois. Après le dîner, Madame Graziano a dit à tout le monde de prendre tout ce dont ils avaient besoin dans leur cabane et de l'apporter à leur campement. Un groupe d'enfants suppliait de rester à l'intérieur. Mais Madame Graziano a dit que c'est comme cela que ça a toujours été pour la dernière nuit à la ferme de Hartscrabble, et c'est la façon dont ça va toujours être. Nous avions fait démarrer le feu plus tôt, et quand nous sommes arrivés à notre campement, il brûlait encore. Le feu baissait, cependant, alors nous devions aller chercher plus de bois pour le nourrir. Mais, une fois qu'il a fait nuit dehors, les gars de mon groupe avaient trop peur de quitter le feu pour m'aider à ramasser des morceaux de bois. J'y aurais demandé de l'aide à papa, mais qui sait où il était. Alors, je suis allé chercher du bois de chauffage tout seul. La zone autour de notre campement était nettoyée de manière assez propre de morceaux de bois, alors je devais aller plus profondément dans les bois. Mais, je me suis complètement embrouillée, et je ne pouvais pas me rappeler dans quelle direction était notre campement. J'y ai commencé à paniquer un peu, mais alors j'y ai vu une lumière que j'y ai pensé devoir être notre feu-camp. Je me suis dirigée vers elle, et quand je me suis approchée, je ne pouvais pas croire d'où venait la lumière. Une mystérieuse vieille cabane. J'y avoue que je n'achetais pas vraiment à l'histoire de Silas Scratch jusqu'à ce moment, mais maintenant j'y ai pensé que je pourrais réellement mourir de peur. Quelque chose à propos de cette lumière ne semblait pas correct cependant. Je pensais qu'elle venait d'une cheminée à l'intérieur de la cabane, mais elle venait en fait d'une ampoule électrique. Cela ne faisait pas beaucoup de sens pour moi qu'un fermier fou qui mange des limaces et des bailles ait l'électricité. La porte sur le devant de l'endroit était barrée et fermée. Alors j'y ai fait le tour par l'arrière, et il y avait une porte en métal qui n'était pas verrouillée. J'y ai retenu mon souffle et je l'ai poussé pour elle ouvrir. Ensuite, j'y ai mis le pied à l'intérieur. Mon cœur battait pratiquement la chamade hors de ma poitrine, mais je devais savoir ce qu'il y avait là-dedans. Quand j'y ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur, j'y ai réalisé que cet endroit n'était pas du tout une cabane. C'était une sorte de hangar d'entretien avec un tas d'outils, et il n'avait même pas l'air si vieux. Je suis allé un peu plus loin. Quand j'y ai marché le long d'un couloir, j'y ai trouvé quelque chose qui m'a vraiment choqué. C'était une salle de bain avec des toilettes et un lavabo et tout le reste. Il y avait même quelques rouleaux de papier toilette supplémentaires,
et ça n'était pas de la camelote bon marché non plus. Ma tête tournait à ce stade. J'étais prêt à courir de retour à notre campement et à dire à tout le monde ce que j'y avais trouvé quand j'y ai entendu quelque chose qui m'a donné des frissons dans le dos. C'était le son d'un sifflement, et il venait de juste derrière moi. Je me suis retournée pour courir, et c'est là que je suis tombée pile sur papa. Non. J'y étais totalement sans voix. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'il faisait à prendre une douche dans un hangar des entretiens. Mais alors il a commencé à parler. Papa a dit que lorsqu'il était allé à la ferme de Harskrabl, la situation des salles de bain était encore pire qu'elle ne l'est maintenant. Il n'y avait qu'une seule cabane au fond des bois que tout le monde au camp partageait. Il n'y avait pas de douche et si vous vouliez vous laver, vous deviez descendre à la rivière avec un morceau de savon. Ensuite, un jour où papa ramassait du bois chauffage, il a trouvé ce hangar des entretiens qui était utilisé pour l'entretien de la propriété pendant la basse saison. Quand il a réalisé qu'il y avait des toilettes et une douche à l'intérieur, il a su qu'il devait garder le secret ou tout le monde le découvrirait. Alors il a inventé une histoire de Silas Scratch pour écarter les autres enfants de la piste. Papa a dit que lorsqu'il était arrivé ici hier, il était assez surpris que l'histoire de Silas Scratch soit toujours en cours après toutes ces années. Mais il s'est dit qu'il allait juste faire avec pour pouvoir garder la salle de bain pour lui tout seul. J'étais assez en colère contre papa pour avoir causé tout ce stress à tout le monde. Mais je dois admettre qu'inventer une histoire folle pour protéger une salle de bain secrète est exactement le genre de choses que je fais moi-même. J'y ai réalisé que j'y avais été absent du campement pendant un moment et mes camarades de cabane pensaient probablement que j'y avais été enlevé par Silas Scratch. Alors j'y ai demandé à papa de m'aider à retrouver mon chemin vers le campement. Il avait commencé à pleuvoir et le temps que nous revenions, le feu était complètement éteint. Je suppose que mon groupe est devenu désespéré et a jeté tout ce qui pouvait brûler parce que j'y ai trouvé mon livre là-dedans. Ou du moins ce qu'il en restait. Mes camarades de cabane avaient démonté notre abri pour faire du bois de chauffage, et c'est là que moi et papa les avons trouvés, tous blottis les uns contre les autres. Je ne voulais vraiment pas passer la nuit dehors sous la pluie. Et heureusement, papa non plus. Je suppose qu'il n'était pas trop inquiet pour les règles du camp parce qu'il nous a tous faufilés de retour dans notre cabane. Elle avait beau puer le diable là-dedans, mais ce fut la meilleure nuit de sommeil que j'y ai eue de ma vie. Lundi. Ce matin nous avons emballé toutes nos affaires et les avons apportées sur le parking. Presque tout le monde dans ma classe avait l'air d'une épave pour avoir dormi dehors dans les bois pendant la nuit. Mais mon groupe avait en fait l'air reposé. Mes camarades de cabane n'arrêtaient pas de dire à quel point nous étions chanceux d'avoir survécu à la semaine avec Silas Scratch qui rôdait autour. Et c'était tout ce que je pouvais faire pour tenir ma langue. Croyez-moi, j'ai été tenté de dire à tout le monde que Silas Scratch était un canular. Les gens m'auraient peut-être même traité comme un héros pour avoir enfin mis un terme à toute cette histoire. Mais je me suis dit que je risquais d'être coincé à accompagner dans cet endroit un jour. Et si je le fais, je voudrais utiliser cette salle de bain moi-même. J'y étais sur le point de charger mon sac dans le bus. Mais alors papa m'a dit que je pouvais rentrer à la maison avec lui. C'était bien mieux que de s'asseoir sur les genoux de quelqu'un. Alors j'y ai accepté l'offre de papa. Sur le chemin du retour, il y avait un bus qui arrivait avec une toute nouvelle récolte des enfants. J'y ai rapidement griffonné un message pour les avertir de ce qui les attendait. Méfiez-vous de Silas Scratch. J'y ai pensé que c'était le moins que je pouvais faire. La fin. Vì nội dung của toàn bộ kịch bản từ đầu đến cuối đều đã được chuyển ngữ đầy đủ, chính xác và không hề bị cắt xén ở các phần trên. Hệ thống xin phép chính thức báo cáo.